Bonjour, nous sommes mardi le 29 septembre au cours 412 BEY. Aujourd'hui, on va voir Internet et le web, la différence entre les deux, ainsi qu'une brève introduction à HTML. Je vous présente tout de suite ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va commencer par se parler à propos des courriels justement sur Office 365. J'ai quelques consignes à vous donner à ce sujet-là. Ensuite, je vais faire un survol avec vous des lectures à faire cette semaine. Donc, on va aller dans les notes de cours ensemble. On va voir, je vais attirer votre attention particulièrement sur une lecture à faire qui est Internet et le web, mais je vais en regarder quelques éléments avec vous pour pouvoir débuter le cours d'aujourd'hui. Ensuite, on va voir c'est quoi les 3 langages essentiels du web, surtout au niveau du navigateur. Il y a d'autres langages qui existent sur les serveurs web, mais nous, on va regarder surtout les 3 langages qui concernent le navigateur comme tel. Et ensuite, on va commencer à travailler avec vos serveurs web. On va faire une exploration du gestionnaire de fichiers, notamment, et on va voir 2 messages d'erreur importants. Et puis ensuite, on va voir comment on peut remédier à ces messages-là et puis comment on peut créer des dossiers, des fichiers, tout ça. On va commencer à travailler vraiment sur notre serveur web. On va créer notre première arborescence, donc on va créer quelques dossiers ensemble avec des fichiers à l'intérieur. Puis après avoir créé cette arborescence-là, on va découvrir 5 balises HTML essentielles. C'est vraiment les bases qu'on va voir aujourd'hui. Je vous invite à aller un petit peu plus loin. À travers les notes de cours, il va y avoir des liens vers d'autres balises, vers d'autres ressources aussi. Je vous invite vraiment à commencer à prendre un petit peu de temps, peut-être chaque jour ou chaque 2 jours, pour découvrir ou explorer ce qu'on va voir ensemble, puis aller un petit peu plus loin que ce qu'on va voir chaque fois. Vous n'avez pas besoin d'énormément de temps. Si vous faites quelques lectures puis quelques essais chaque fois, assurez-vous seulement de toujours mettre en pratique, puis je vais vous montrer comment mettre en pratique aujourd'hui. C'est l'objectif du cours. On va voir de quelle façon vous allez mettre vos apprentissages en pratique sur votre serveur web. Si vous avez des questions, vous n'hésitez jamais, vous m'écrivez. Si vous êtes bloqué, vous m'écrivez. On se fait un Zoom ou un Teams, puis je vais vous aider à vous déprendre. Courriel sur Office 365. Je vous ai envoyé un message un petit peu plus tôt ce matin. J'aurais aimé l'envoyer avant. Je voulais l'envoyer en fin de semaine ou hier, mais ça a été un petit peu plus long à configurer et notre site de bureautique est sous attaque en ce moment par des virus. Fait qu'on a plein de super beaux cas de soutien technique que je dois démêler. Je vais essayer de prendre des notes peut-être là-dessus puis de m'en servir comme un cas très réel pour pouvoir vous donner des nouvelles sur ce qui s'est passé, comment, quoi, où, et ainsi de suite, puis que ça puisse vous donner une idée. Mais bref, on a des problèmes avec notre site web de bureautique en ce moment. Si vous l'avez visité récemment, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des grosses pages grises qui apparaissent, puis on a des virus qui ont été installés. Il faut trouver une façon de remédier à ça le plus rapidement possible. On a découvert cette problématique-là en fin de journée hier. Du moins les virus. Pas le fait que les pages sont plus tellement belles, mais le virus, on l'a découvert hier. Donc, c'est peut-être une source du problème qu'on a depuis une semaine avec nos pages. Bref, le courriel sur Office 365, je vous l'ai envoyé à partir d'une plateforme qui s'appelle Cyber Impact. Soyez pas surprise. Vous allez voir au bas du message, il y a un lien vers Cyber Impact. Puis Cyber Impact, c'est une plateforme qui permet d'envoyer des messages, donc des infolettres. Alors, si vous travaillez pour une entreprise ou un ministère ou un organisme qui a plusieurs membres ou clients, puis vous voulez communiquer avec ces clients-là, mais la façon propre de gérer une infolettre, c'est d'avoir des gens qui sont abonnés à votre infolettre sur une base volontaire et de leur envoyer les messages sur une base environ hebdomadaire. L'idéal, c'est d'avoir une fréquence à peu près hebdomadaire, puis d'avoir une belle présentation de votre message. Donc, le courriel en soi est un véhicule pour du contenu pour le web. Ce n'est pas seulement des pages web, ce n'est pas seulement WordPress, mais nos courriels aussi sont des véhicules pour le contenu pour le web. Mon objectif à travers le cours, c'est d'utiliser cette plateforme-là pour vous faire un peu découvrir le genre de trucs qui est possible de faire. Et un petit peu plus tard dans le cours, je vous montrerai, ça ne fait pas partie des compétences du cours ou quoi que ce soit, mais je vous montrerai quand même la plateforme elle-même, comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'on voit, c'est quoi les données auxquelles on a accès. De votre côté, quand vous recevez le message, il y a de grandes chances qu'il s'en aille dans vos indésirables parce que j'inclus des images à l'intérieur du message et Outlook 365 est très sensible aux images. Il s'imagine ou il prend pour acquis qu'une image ou un lien vers un serveur externe
peut être une tentative d'intrusion ou quoi que ce soit. Donc, ils vont le mettre dans les indésirables, puis ils vont attendre que l'utilisateur prenne une action là-dessus. Alors, vérifiez vos indésirables. Si le message est là, vous l'ouvrez. Comme Chloé le mentionnait tout à l'heure, ça se peut que vous ayez besoin de cliquer sur un lien en haut à droite qui mentionne que l'envoyeur ou le message est d'une source légitime. Et quand vous allez faire ça, les images vont apparaître. Si vous ne voyez pas d'image dans le message, parce que vous devez cliquer sur le lien. À mon avis, vous allez me le confirmer la semaine prochaine en réalité, mais à mon avis, c'est une chose que vous allez faire une seule fois. Vous n'aurez pas besoin de faire ça chaque semaine. Vous allez le faire avec le premier message, puis après, il va le reconnaître justement comme étant légitime, puis il ne va pas l'envoyer dans vos indésirables, mais gardez quand même un œil dessus au cas où pour que vous puissiez le voir. J'utilise vos adresses edu.clg.qc.ca. Je crois que José les utilise aussi dans le cadre de ses cours, donc, mais je vais mettre des liens sur Moodle et sur les notes de cours pour vous faire penser de vérifier vos messages. Si vous les vérifiez moins souvent que Colnet, ça va vous le faire penser. Vous faites juste cliquer, vous vérifiez, parce que je ne vais pas vous envoyer une notification sur Colnet chaque fois que j'envoie un message. Je l'ai fait aujourd'hui parce que c'était la première fois, mais les autres fois, je m'attends à ce que vous vérifiez vos messages occasionnellement, puis vous voyez le message. Passez-vous le mot quand il y en a un. Peut-être que vous avez un moyen là, ou un groupe dans lequel vous partagez. Passez-vous le mot, puis vous allez pouvoir y accéder. Donc, ça règle le cas par rapport aux messages indésirables, les images, toutes ces choses-là. Je crois qu'on a fait le tour et je vais continuer. Si j'ai d'autres détails, je vous en prépare un petit peu plus tard. Lecture de cette semaine. J'ai publié les lectures, puis j'ai aussi fait des petits changements au menu. J'aimerais que vous me disiez si ça va être pratique pour vous. Je vais juste lancer un navigateur. Donnez-moi un petit instant. Vous voyez bien le navigateur en ce moment avec 412 BEY? Ça va me prendre une volontaire. Chloé, tu vas être ma volontaire du jour, étant donné que tu as réussi à voir les images en cliquant sur le lien. Chloé, est-ce que vous voyez bien mon écran en ce moment? Oui. Merci. Donc, ce que j'ai publié ici, c'est la semaine 4. Je ne sais pas si ça va être pratique pour vous, si ça fait trop de sous-menus ou quoi que ce soit, vous me le direz. J'ai divisé entre cours 7 et cours 8 les articles qu'on va voir aujourd'hui. Si vous cliquez sur semaine 4, OK, ici, vous allez voir tous les éléments qu'on voit aujourd'hui. Donc, il y a l'article Comprendre Internet et le Web, les 3 langages essentiels du web. C'est une lecture à faire, on va s'en parler ensemble. Vous avez une petite lecture à faire. Ressources sur HTML, CSS et les autres. Vous avez ensuite 2 articles qui sont très importants, mais très faciles pour vous en bureautique. Okay? Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de voir les choses sous cet angle-là. La première vidéo ici, contenu, structure et forme, mise en forme, est très importante parce que c'est un concept qui est central dans la création de contenu pour le web. Vous allez le comprendre un petit peu plus tard. Puis je fais un lien avec la préparation d'un rapport puis l'utilisation des styles dans Word. Quand on utilise les styles, on sépare le contenu, la structure et la forme. Vous allez voir de quelle façon dans cette vidéo-là. Et dans la deuxième vidéo ici, je vous fais faire l'exercice. Si vous allez dans la zone description sur YouTube, okay, c'est vraiment dans la description sur YouTube, il faudrait que je le mette aussi dans la page sur WordPress, mais pour l'instant, c'est vraiment dans la zone description sur YouTube. Il y a 2 documents. Il y a un document Word avec seulement des titres et sous-titres, puis il y a un document texte qui mentionne en fin de compte les niveaux de titres. Ça, c'est un exercice que je fais faire à mes étudiants en 412 Z21 qui proviennent de tous les autres programmes. Donc, eux ne sont pas habitués de travailler avec les styles, puis ne sont pas habitués de générer une table des matières en un seul clic. Alors, pour eux, il y a un gros bénéfice de le faire et de le découvrir. Pour vous, je vous encourage à regarder la vidéo, mais ça va suffire parce que vous savez appliquer des styles puis vous savez générer une table des matières automatisée. Sauf que je vais faire un lien entre ça et l'utilisation d'HTML et de CSS plus tard. Puis pour cette raison-là, je vous demanderai d'écouter les 2 vidéos. C'est un 13 minutes qui va être vraiment très bien investi. Ensuite, vous allez voir, il y a un article sur mieux utiliser votre navigateur web. À l'intérieur de cet article-là, vous allez retrouver une liste de raccourcis clavier. C'est les raccourcis clavier les plus importants quand on veut être plus efficace avec un navigateur web. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous commencez à créer du contenu pour le web, vous vous retrouvez dans un contexte où votre navigateur devient un outil de travail central. Donc, mieux vous allez le maîtriser,
plus vous allez utiliser les raccourcis clavier pour faire ce que vous avez besoin de faire, plus vous allez être efficace et productif. Si on est toujours en train d'aller cliquer sur le plus pour ouvrir un nouvel onglet au lieu de faire CTRL-T, par exemple, ben, on perd du temps. Puis si on ne connaît pas les petits raccourcis comme CTRL-U pour pouvoir voir le code source ou bien CTRL-L pour me retrouver directement dans ma barre de sélection, dans ma barre d'adresse, pardon, pour sélectionner ma barre d'adresse, bien, c'est des choses qui vont me faire perdre du temps. Donc, quand je suis dans un navigateur pendant plusieurs heures par jour, je veux m'assurer de bien l'utiliser. Les autres raccourcis, le truc que moi je vous donne, c'est d'en prendre un ou deux, puis de commencer à travailler avec. Assurez-vous que vous l'utilisez. Puis quand vous l'utilisez beaucoup, tranquillement, pas vite, il va devenir moteur, un peu comme quand vous avez appris votre doigté. Puis après ça, apprenez-en deux, trois autres. Essayez pas de mémoriser une liste de raccourcis, c'est inutile. Prenez-en deux, trois que vous allez vraiment incorporer dans votre travail, puis incorporez-en deux, trois autres, plus deux, trois autres, plus deux, trois autres, puis vous allez vous rendre compte rapidement que votre utilisation du navigateur web ne sera plus jamais la même. Il y a un texte sur l'utilisation d'un éditeur de texte. Il y a plusieurs éditeurs de texte qui existent. Dans cet article-là, j'ai créé un petit exercice qui risque d'être intéressant pour vous en bureautique. Okay? Si vous voulez comprendre la différence entre un éditeur de texte et un traitement de texte, un éditeur de texte, ça va traiter seulement du texte brut, du texte pur. On s'est parlé de la table de caractères ASCII dans les dernières semaines. Donc ça, c'est vraiment du texte pur. C'est vraiment juste les octets qui sont encodés dans l'ordinateur pour dire c'est un A majuscule, c'est un B majuscule ou un C minuscule et ainsi de suite. Tandis que Word va ajouter plein de couches de mise en forme. Vous le savez, on peut mettre du gras, choisir notre police de caractère, choisir la taille de police, les marges, la taille de la page, etc. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire dans Word. C'est un document qui est riche. Un document Word, c'est un petit peu comme un site web en soi. Et dans cet article-là, ce que je vous explique ou ce que je vous invite à faire, ça va vous prendre 5 minutes. Je pense que vous allez trouver ça le fun. C'est de vous créer un document web sur votre bureau. Pas un document web, je m'excuse, un document Word sur votre bureau. Mettre quelques titres 1, 2, 3, un ou deux paragraphes de texte avec du lorem ipsum. Puis ensuite, après avoir fait ça, enregistrez-le et allez juste changer son extension .docx pour .zip. Okay? Votre fichier va devenir une archive zip. Puis quand vous allez double-cliquer pour l'ouvrir, vous allez voir tout ce qui se cache à l'intérieur d'un document Word. Vous allez capoter bien raide, j'espère. Bref, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une structure comme un site web. Il y a des dossiers, il y a plusieurs fichiers, puis il y a un fichier qui s'appelle document.html qui va contenir le contenu de votre document, donc les titres que vous allez avoir écrits. Si vous avez écrit des noms de légumes, de fruits, peu importe, d'animaux, vous allez retrouver ces mots-là dans document.xml. Donc, lui, c'est le contenu. Tout le reste qui est autour, c'est de la mise en forme. C'est tout ce qu'on fait dans Word qui va être enregistré. Donc, c'est des données qui s'ajoutent au texte. Et ça, c'est un traitement de texte. Tandis que nous, on va travailler, quand on travaille pour le web, avec juste du texte brut. Donc, les éditeurs que je vous propose ici sont des exemples. Au collège, on travaille avec le dernier à droite qui est Notepad++. Vous l'avez sans doute vu sur les ordinateurs du collège. À la maison, je vous recommande de travailler soit avec Notepad++ ou avec Visual Studio Code de Microsoft, qui est gratuit, libre et ouvert. Microsoft qui fait du logiciel libre et ouvert, c'est rare, mais Visual Studio Code, c'est le cas. C'est un excellent éditeur de texte, puis Notepad++ aussi. Je vais y revenir plus tard dans une capsule ou deux. Je ne vais pas m'attarder là-dessus davantage parce que nous, on va utiliser l'éditeur de texte qui est intégré dans notre serveur web. Je vais éviter l'étape de vous faire travailler localement sur votre ordinateur et de mettre les fichiers en ligne. On va le faire directement dans notre serveur web. Mais il y a plusieurs situations si vous voulez faire de la création de contenu où le fait d'apprendre à travailler avec un éditeur texte va être vraiment utile pour vous. Donc, j'espère que la lecture de cet article-là va vous faire comprendre c'est quoi la différence entre les deux, puis l'utilité d'un éditeur de texte. Ensuite, à la fin du cours aujourd'hui, on va voir justement, on va découvrir notre serveur web. Puis ici, je vous ai mis les 5 balises qu'on va apprendre à servir. Donc, les titres, les paragraphes, les listes à puces, les listes numérotées, comme dans Word, les liens hypertextes, donc on les voit dès aujourd'hui. Et c'est ici que je vous ai mis le Zoom 412 Z21 de la semaine 2 de mon cours de création de contenu pour le web.
Je vais peut-être mettre celui de la semaine 1. Je ne sais pas pourquoi c'est la semaine 2 qui est là en ce moment. Je vais vérifier en tout cas. Bref, je vais vous les mettre et si ça peut être utile, vous allez pouvoir vous en servir. Cliquez dessus, OK? Et comme dans vos vidéos à vous, en bas ici, je vous mets le sommaire qui est cliquable. Donc, quand vous allez vous servir de la loupe dans la barre de navigation de WordPress, de notre site pour les notes de cours, quand vous allez vous servir de la loupe juste ici, OK? Si vous cherchez quoi que ce soit, un mot-clé qui se trouve à l'intérieur de ça, la vidéo va sortir. Puis quand vous allez refaire un CTRL F, par exemple, supposons que je ne me rappelle plus comment générer du lorem ipsum, si je fais CTRL F, lorem ipsum, ben, il va m'amener directement au bon endroit dans la page, puis je vais pouvoir cliquer ici pour pouvoir aller générer du faux texte dans Word. Puis si je veux avoir le prochain, donc la prochaine occurrence est ici pour apprendre à en créer avec Meet de Ipsums, par exemple. Okay? Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent vous être utiles. Certaines que je vais voir avec vous, d'autres que je ne verrai pas nécessairement. Donc, autrement dit, votre petite loupe va devenir de plus en plus pratique au fur et à mesure que le cours va avancer. Alors, je vous rends les vidéos disponibles. Ça ne veut pas dire que vous devez vous installer puis les écouter du début à la fin. S'il y en a qui veulent le faire, vous êtes bienvenus, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Le fait qu'elle soit là va être pratique par le moteur de recherche seulement. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Dernier point à propos des lectures de cette semaine. Je vais juste revenir sur je vais fermer ma recherche. Dernier point, si vous voulez avoir la division entre aujourd'hui et vendredi, donc ce que vous devriez faire vendredi, ça va aller un petit peu plus loin. Je vais vous publier d'autres choses ici dans le cours 8. Vous allez avoir les autres éléments qui vont s'ajouter. Donc, le contenu de vos deux cours va être divisé en mardi et vendredi. Donc, si ça vous aide de cette façon-là, vous allez pouvoir le visiter un à la fois. Si vous aimez mieux voir tout ce que vous aviez à voir dans la semaine, dans les deux cours, bien, vous faites juste cliquer sur semaine 4 à ce moment-là. Dans la barre bleue, ici, vous allez voir cours 7, cours 8 ou bien semaine 4 si vous cliquez sur semaine 4. Ça met fin à la partie sur les notes de cours. Internet et le web. Donc, on va voir, vous avez une lecture comme je viens de le mentionner. Je vais aller voir le début avec vous. Je ne vais pas faire l'article au complet, mais je vais attirer votre attention sur quelques passages importants. Et il y a des passages qui sont importants dans notre contexte, dans le sens qu'on est en soutien technique. Donc, il y a des choses qui sont importantes à comprendre pour nous. Donc, premièrement, est-ce que Internet et le web, c'est la même chose? Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre par rapport à ça? Est-ce que quelqu'un a une notion de la différence qu'il pourrait avoir entre Internet et le web? S'il y en a une, puis s'il n'y en a pas, bien, m'expliquer pourquoi c'est la même chose. Est-ce que j'ai une volontaire? Non? Je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, définition et utilité. L'Internet, c'est un moyen de relier des ordinateurs, puis on va voir comment ça s'est fait à travers le temps. Si on revient à notre historique des ordinateurs, OK, quand on a vu l'historique des ordinateurs, on se rappelle de l'ENIAC puis des premiers ordinateurs dans les années 50-60. Dès le début de l'informatique, avec les gros serveurs informatiques, la première chose que les gens ont voulu faire, c'est de dire, bien, s'il y a des données sur un, est-ce que l'autre ordinateur pourrait aller consulter les données qu'il y a sur le premier ordinateur? Ou est-ce que deux ordinateurs de deux universités différentes pourraient communiquer entre eux pour pouvoir échanger des données? Donc, c'est devenu très important, de la même façon qu'entre les humains, d'être capable d'échanger des documents, d'être capable d'échanger des données entre deux ordinateurs. Pour communiquer entre deux ordinateurs, évidemment, on va mettre un fil, puis on va installer des logiciels, il va y avoir un protocole pour pouvoir savoir comment échanger les données entre deux ordinateurs. Si j'ai 10 ordinateurs, par contre, puis que j'utilise ce système-là, je vais me retrouver avec un gros problème, c'est que je vais avoir, chaque ordinateur va devoir avoir 9 fils qui partent vers les 9 autres ordinateurs. Ça va nous faire un total de 45 connexions juste pour 10 ordinateurs. Alors, imaginez, ce serait invivable. Donc, la solution à ça, c'est de placer un ordinateur au milieu, qui est un routeur. Quand vous êtes dans les locaux au collège, puis qu'il y a la petite tablette en haut qui fait du bruit là, avec une plaque grise, puis les fils bleus qui rentrent à l'intérieur, c'est un routeur. Okay? Tous les ordinateurs de la classe sont connectés sur le routeur et le routeur va être responsable de dire, bien, si on veut envoyer un message ou des données entre l'ordinateur A et l'ordinateur E, bien, il va agir un petit peu comme un bureau de poste essentiellement. Il va recevoir
des paquets. Chaque paquet va avoir une en-tête, pareil comme des lettres, OK? Puis ça va lui dire, ben ça, c'est destiné à l'ordinateur E, qui va ensuite récupérer tous ces paquets-là, les mettre ensemble pour pouvoir recomposer le document ou le courriel ou l'image ou quoi que ce soit qui a été partagé entre les deux ordinateurs. De la même façon, on peut connecter deux routeurs ensemble pour pouvoir avoir des réseaux ou des classes qui vont communiquer entre elles. Donc, encore une fois, au collège, je pourrais avoir deux classes qui sont connectées, puis les ordinateurs d'une classe seraient accessibles par les ordinateurs de l'autre classe. Je vais avoir le même problème si j'ai plusieurs routeurs. Donc, on peut mettre un routeur au milieu de d'autres routeurs pour pouvoir faire en sorte que notre toile d'ordinateur soit plus grande. Et c'est ce qui s'est passé, ce que je suis en train de vous montrer là, ces espèces de dessins-là, c'est ce qui s'est passé. Imaginez que chaque point soit une université. C'est ce qui s'est passé pendant les années 60, 70 surtout. Puis, pendant les années 70, 80, il y a plein de systèmes maison qui ont commencé à faire en sorte que les gens pouvaient accéder à ces ordinateurs-là à partir de la maison. OK? Mais le web n'existait pas encore. Sauf que ce qu'on est en train de voir apparaître, c'est la naissance d'Internet comme tel. Donc, c'est un réseau avec une infrastructure sur laquelle repose tout le reste. Vos fournisseurs, ce sont les ISP ici, ISP 1 et 2, Internet Service Provider 1 et Internet Service Provider 2, donc des fournisseurs d'accès à Internet, des FAI. Donc, on pourrait avoir Bell, par exemple, ici, puis Cogeco de l'autre côté. Puis eux, ce qu'ils offrent essentiellement, c'est des grosses piles de routeurs auxquels tous leurs clients sont connectés et ils vont donner accès à Internet à leurs clients à travers ces piles de routeurs-là. Eux-mêmes sont connectés à tous les autres fournisseurs d'accès à Internet. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'on se retrouve avec un super gros réseau mondial, que tous les ordinateurs sont interconnectés entre eux. Puis quand je dis ordinateur, on l'entend maintenant au sens large, ça inclut tous vos téléphones, toutes les tablettes, toutes les montres et ainsi de suite qui sont connectés au web. Il y a même des objets aujourd'hui de plus en plus qui sont connectés, pas au web, pardon, à Internet, qui sont connectés à Internet de cette façon-là. Qu'est-ce que le web maintenant? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer du contenu pour le web. Et le web, lui, si Internet est né dans les années 60 environ, le web est né à peu près dans les années 90. C'est une couche qui utilise l'infrastructure d'Internet, donc les ordinateurs qui sont connectés entre eux, pour pouvoir présenter des documents hypertextes, donc des documents de texte qui vont être liés entre eux à travers des liens que vous connaissez déjà, donc des liens hypertextes qui vont mener à d'autres documents. Puis, on va pouvoir créer donc des liens faciles. On va pouvoir créer des tables, des index, des trucs comme ça, des tables des matières qui vont faire en sorte qu'on va avoir accès à plein de documents sans nécessairement savoir où est situé l'ordinateur sur lequel je consulte un document. Donc, l'infrastructure, c'est l'Internet. Puis le service qu'on utilise avec les pages web qu'on visite, c'est le web. OK? Sur le web, il y a des serveurs web. Vous allez entendre la notion de serveur, de site et de page. OK? Serveur web, site web, page web. Rapidement, ce qu'on va voir aujourd'hui, vous allez avoir accès à votre propre serveur web. Sur un serveur web, on peut créer un ou plusieurs sites web. OK? Nous, on va en créer un. On va en créer d'autres dans le courant de la session. Puis, on va pouvoir créer des pages web. Des pages web liées entre elles vont constituer un site web, puis un site web doit être hébergé forcément sur un serveur web. Tous les serveurs web ont une adresse IP. Donc, les adresses IP, c'est IP pour Internet Protocol. Donc, les adresses dans votre maison, chez vous, la plupart du temps, ressemblent à ça ici. 192.168.0.1, 0.2, 0.3, 0.4 pour l'ordinateur de papa, maman, fiston, tout le monde. Et les adresses externes vont souvent ressembler à ça ici. Okay? Donc, ce sont tous des chiffres de 0 à 255 qui donnent accès à un seul ordinateur dans le monde. Ensuite de ça, vous imaginerez que 4 fois 0 à 255, ça donne des millions ou des milliards d'adresses possibles, mais on est déjà en train d'en manquer avec tous les appareils qui existent, puis l'Internet des objets. Donc, ils ont inventé une nouvelle façon de faire les adresses pour qu'il y ait encore plus d'adresses possibles. Si on devait consulter les sites web de cette façon-là, ce serait vraiment pas intéressant. Ça ressemblerait au téléphone dans les années 70 ou 80. Quand j'étais petit, il fallait connaître le numéro de téléphone de tout le monde. On se faisait des listes. Maintenant, vous n'avez pas besoin de faire ça. Sur un téléphone, vous avez le nom de la personne, vous cliquez sur le nom, puis ça appelle le bon contact. De la même façon, sur Internet, on a la même chose. Les noms de domaines vont être traduits en adresse IP.
automatiquement sans que vous en rendiez compte. Donc, google.com va être égal à une adresse IP, mais on n'a pas besoin de connaître cette adresse IP-là. Ce qui est important pour nous de savoir, puis de bien reconnaître, puis question quiz assurée, question d'examen assurée, c'est sûr, c'est d'être capable de diviser une adresse comme celle-ci, puis de bien comprendre ses composantes. Donc, la première partie ici, HTTPS, avec les 2 barres obliques, c'est le protocole qui est utilisé pour communiquer sur Internet. Okay? Donc, mon HTTPS, c'est vraiment essentiellement le langage de communication, c'est les demandes qui sont faites entre un navigateur web et un serveur. Donc, à chaque fois qu'un navigateur, on rentre une adresse, mais le navigateur, en réalité, fait une demande à un serveur. Ce serveur-là, s'il n'y a pas l'information, il va aller la chercher au bon endroit, puis quand il va la recevoir, il va la retourner au navigateur. Donc, ça, c'est notre protocole. Okay? Le S va indiquer si la connexion est sécurisée ou non. On aura l'occasion de s'en reparler durant la session, mais vous avez déjà remarqué que quand il y a le S, vous avez l'espèce de petit cadenas vert qui apparaît dans votre barre ici. Donc, on voit ici que mon site est sécurisé. Et les sites de commerce électronique, par exemple, c'est absolument essentiel pour s'assurer que la communication soit sécure. On ne veut pas avoir une communication qui n'a pas le S ou une connexion qui n'a pas le S où d'autres personnes pourraient recevoir ces données-là et essentiellement voler des données personnelles. Le www, je vais y revenir un petit peu plus tard. La partie qui est importante maintenant, on va s'en aller au .com. Ça, c'est le domaine de haut niveau. Donc, .com, .net, .ca, .edu, et ainsi de suite. C'est tous des domaines de haut niveau. Et ce sont sur ces domaines de haut niveau-là qu'on peut acheter un nom de domaine. Alors, si je veux me lancer un site web personnel, mon premier travail consiste à trouver un nom de domaine qui va correspondre à ce que je veux offrir, puis à la cible aussi à qui je m'adresse. Donc, je vais définir ma cible, je vais définir qu'est-ce que je veux offrir, puis je vais trouver un nom de domaine qui va bien en fonction de ça, qui va être unique, puis qui va être facile à trouver. Sur .com, évidemment, bien, le site web ici, au complet, ça ici, ça va être le nom, ce qu'on appelle le nom de domaine. Puis ce qui est à gauche du premier mot, OK, le site web qui est ici, c'est le nom de domaine. Le www, c'est un sous-domaine. Il n'est pas obligatoire, le www, on le voit très souvent, il s'est installé en standard ou en norme, mais il n'est pas obligatoire. Vous voyez, par exemple, dans nos notes de cours à nous, il n'y a pas de www. Le sous-domaine, c'est 412 BEY. Notre nom de domaine à nous, c'est pourlebureau.com. Oups, il y a un chien qui jappe après moi. Pourlebureau.com. Ça, c'est de l'enseignement à domicile. Je suis dans mon sous-sol, puis il y a un chien qui jappe après moi. Pourlebureau.com, c'est mon nom de domaine. .com étant le nom de domaine de haut niveau. Puis ensuite, ce qui va venir à droite, ça va être les répertoires. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc, on va créer des répertoires comme ça. Puis les répertoires, c'est des dossiers sur un ordinateur, pareil comme les dossiers que vous créez sur Windows. OK? Donc, je vais créer un dossier produit, par exemple. Puis à l'intérieur de produit, je vais créer une page ou un fichier qui s'appelle gadget.html. Et c'est cette page-là ici dans laquelle je vais écrire du code. Donc, ça ici, c'est le fichier. Ça, c'est le répertoire. Puis, tout ça, le reste, là, c'est le domaine, le sous-domaine, le domaine de haut niveau et le protocole. Est-ce que vous avez des questions? Je continue. 3 langages essentiels du web. Donc, pour créer des sites web, il y a plusieurs langages qui entrent en jeu. Il y en a 3 qui vont être interprétés directement par le navigateur web. Que vous utilisiez Firefox, Chrome, Safari, Opera ou autres navigateurs web, vous allez toujours avoir votre navigateur qui va faire des requêtes à un serveur et il va recevoir des fichiers. Il va recevoir des fichiers HTML, il va recevoir des fichiers CSS, il va recevoir des fichiers JavaScript, puis il va recevoir aussi des images ou des documents. Il va mettre tout ça ensemble, puis il va reconstituer la page web comme on voulait la présenter au départ. OK? Donc, c'est localement que la page va être interprétée par votre navigateur, puis il va vous la présenter. Nous, il y a 2 de ces langages-là qu'on va voir ensemble. Il y a HTML et il y a CSS. On va voir leur rôle respectif dans un instant. JavaScript, on va faire un petit atelier à un moment donné juste pour voir c'est quoi. Mais quand on arrive ici, c'est de la programmation. Puis ça sort complètement du cadre du cours. Donc, vous ne ferez pas de la programmation comme telle. On va faire à un moment donné un petit 20 minutes ou 30 minutes pour découvrir un peu c'est quoi la programmation puis comment ça fonctionne. Mais on n'ira pas plus loin que ça.
parce que ce n'est pas dans la compétence du cours. HTML, c'est le langage qui va nous permettre d'ajouter le contenu et la structure à notre site web. On va le faire tantôt. Je vous ai tous fait taper une phrase à l'intérieur de votre navigateur. OK? Donc, pas de votre navigateur, de votre serveur web. La phrase que je vous ai fait écrire, je vous ai fait mettre aucune balise. Puis le navigateur, il la lit. On va aller en voir tout à l'heure. Le navigateur, il la lit très bien. Les balises HTML, donc les P comme ça ou les H1 vont venir donner de la structure. Pensez à Word, justement, quand vous écrivez du texte, par défaut, c'est un paragraphe et dès que vous cliquez sur titre 1, ça devient un titre de niveau 1. Donc, il y a un élément de structure qui va vous permettre de générer votre table des matières. De la même façon sur Internet, si vous ne mettez aucune balise, le navigateur va interpréter votre texte comme un paragraphe. Il va se dire, ben, j'ai pas de balise, alors je pense que c'est un paragraphe, je vais le présenter comme ça. Puis si vous mettez une balise H1 ou H2 ou H3, bien, vous êtes en train de mettre des titres 1, titre 2, titre 3 dans un document Word. C'est exactement la même chose. Le CSS, et j'espère, je souhaite, mon vœu pendant la session, c'est que vous tombiez un peu en amour avec HTML et CSS. C'est super le fun à faire, c'est très, très autogratifiant parce que vous avez toujours un feedback instantané. Il y a beaucoup de epic wins quand on fait du HTML et CSS. Et j'espère que vous allez aimer ça. Mais en gros, avec CSS, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer des déclarations, OK, qui vont nous permettre de changer des informations dans notre document. Par exemple, ici, je vise un sélecteur P, donc les paragraphes que j'avais tout à l'heure, mon paragraphe ici, mon chat est fâché, bien, mon paragraphe de HTML, je vais le viser, puis je vais lui dire color 2.red. Alors, ce que ça va faire, comme vous pouvez vous y attendre, c'est que les paragraphes de la page vont devenir rouges, tous les paragraphes. Dans un sélecteur, dans une déclaration CSS, il y a toujours deux parties, il y a trois parties. Il y a le sélecteur ici, il y a une propriété, puis il y a une valeur. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on va apprendre à se servir de CSS à partir de la semaine prochaine. JavaScript, c'est pour changer le comportement d'une page. Donc, quand vous utilisez des applications comme, par exemple, votre calendrier en ligne, comme Outlook 365 ou bien Office 365 ou toutes les applications riches, Instagram, Facebook et ainsi de suite, utilisent énormément de JavaScript qui est interprété dans le navigateur comme tel. Là, on est dans un langage de programmation qui inclut des variables, qui inclut des fonctions, qui inclut des notions de boucle ou de conditions comme ça, puis des conditions qui sont rencontrées. On va faire une chose, puis si la condition n'est pas rencontrée, on va faire une autre chose. Donc là, on est dans de la vraie programmation. Super le fun. Les bases sont intéressantes à apprendre, juste pour le fun, juste pour s'amuser. On ne va pas le faire dans le cadre du cours, mais on verra un petit atelier éventuellement. Votre serveur web. Donc, normalement, vous avez reçu mon courriel dans Office 365. Votre serveur web, c'est un ordinateur qui est sur Internet, OK, auquel vous avez accès pour pouvoir créer des sites web. Les serveurs que nous, on utilise, nous sont fournis par la compagnie Liquid Communication qui est située à Mirabel, juste ici à 10 minutes du collège, à peu près 10-15 minutes du collège. Le président de Liquid Communication accepte de nous commanditer pour créer il nous crée des comptes. Bien, en fait, je crée les comptes gratuits sur leur plateforme et ça nous permet de découvrir c'est quoi la création de contenu pour le web. On va pouvoir faire toutes sortes de tests. On est à l'intérieur d'une espèce de carré de sable. Et quand on va avoir terminé, on va pouvoir détruire les serveurs web, puis ça ne dérangera pas. Donc, vous avez chacun votre espace réservé avec un sous-domaine sur liquid.com. Liquid Communication. Oui, Marie-Élise. Là, je veux juste être sûre de comprendre. Là. Ça prend un serveur web pour aller dans le web. Je pourrais pas, moi, me dire, demain matin, je veux faire du web. Là. Il faudrait que on dirait que je suis pas sûre de comprendre cette partie-là. Là. C'est en plein ce que tu viens de dire. C'est que tu peux demain matin décider de te créer un site web, mais ta première tâche, on l'a vu, là, tu vas évidemment te choisir un auditoire, tu vas te choisir un sujet, tu vas te choisir un nom de domaine, puis là, il va falloir que tu ailles acheter ton nom de domaine à quelque part. Puis quand tu vas acheter ton nom de domaine, tu vas en même temps acheter ton hébergement. Ton hébergeur web va t'offrir un serveur sur lequel tu vas pouvoir déposer tes pages HTML, tes fichiers CSS, puis tu vas les rendre disponibles au monde.
Les hébergeurs web, évidemment, aujourd'hui, offrent beaucoup de services. Vous allez voir, votre serveur web, il est plein de services. On va s'occuper de 2 choses, nous, pendant la session, mais il y a vraiment plein d'autres choses sur un serveur web. Mais tous les serveurs web, aujourd'hui, vont te vendre 2 choses. Ils vont te vendre le nom de domaine ainsi que l'hébergement. Puis quand ils vont t'offrir l'hébergement, si tu as appris à te servir d'un serveur web, tu vas être capable de créer ton contenu toi-même. Sinon, tu serais obligé de faire affaire avec quelqu'un qui va t'offrir ce service-là, puis qui va dire, vous voulez un site web? Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Combien de pages? C'est quoi les sujets? À qui vous adressez? Puis eux vont le faire, mais ce qu'ils vont faire après, c'est ce que vous allez apprendre à faire à partir de maintenant. Merci. Plaisir. Donc, le courriel que vous avez reçu au début, le premier lien que j'ai inclus, c'était un lien qui disait, qui donnait l'adresse de votre serveur ou l'adresse de votre site web, pardon. OK? Donc, vous avez tous un sous-domaine sur un domaine que moi j'ai acheté. J'ai acheté le nom de domaine pourleweb.ca. Puis là, j'ai créé des noms d'utilisateurs à 7 lettres pour chacune d'entre vous. Donc, vous avez toutes individuellement un espace privé avec chacun votre gestionnaire cPanel. OK? On va aller découvrir ça ensemble. On va aller découvrir notre gestionnaire de fichiers et de quelle façon travailler avec. Donc, si vous avez reçu les informations, le premier lien qui était disponible, c'est votre nom d'utilisateur à 8 caractères, .pourleweb.ca. Et si vous entrez ça dans un navigateur et que vous appuyez sur la touche Entrée, vous devriez normalement voir un fichier, une page qui vous dit Forbidden. You don't have permission to access this resource. Additionally, a 403 forbidden error was encountered while trying to blah, blah, blah. Donc, vous avez votre message au complet qui dit tu n'as pas d'affaires ici. C'est une bonne nouvelle. La raison pour laquelle c'est une bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que notre serveur web est en marche. Il fonctionne. OK? Si j'avais rentré d'autres choses, supposons que je m'en viens ici puis je rentre n'importe quoi.com, je ne vais pas recevoir un forbidden, je vais recevoir un nous ne parvenons pas à trouver ce site. OK? Il a beau chercher ce que j'ai rentré ici, il ne le trouve pas du tout. Je me serais vraiment acheté un billet de l'auto si un site avait ouvert à ce moment-ci. Donc, votre serveur web qui vous répond Forbidden en ce moment, il est en train de vous dire OK, c'est beau, tu arrives au bon endroit, mais tu n'as pas accès à ce répertoire-là. Pourquoi? Parce que le répertoire, il est vide. Alors, votre devoir 1, qui consistait à aller créer un fichier qui s'appelle index.html, je vais le faire devant vous. Si vous l'avez fait, vous n'avez rien à faire. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez voir la procédure pour le faire à partir de maintenant. Le devoir 1, il va faire en sorte que votre serveur web va renvoyer index.html quand il se fait demander l'adresse. Le serveur web, à la racine d'un répertoire, il va toujours envoyer le fichier qui s'appelle index.html ou index.htm ou index.php. Bref, il cherche un fichier index puis il va retourner celui-là. S'il n'y en a pas, il va donner un message d'erreur comme celui-ci qui s'appelle Forbidden. Je reviens tout de suite dans ma présentation. Mon gestionnaire de fichiers aurait dû être une étape plus loin. Donc, on vient de voir, vous n'avez pas accès à ce répertoire. Mais ce qui est important, c'est de savoir et de comprendre que le répertoire existe. Et on va faire des essais tantôt, on va créer des répertoires, puis on va retourner voir d'autres Forbidden, on va les voir apparaître. Chaque fois qu'on crée un répertoire, on va voir un Forbidden. Le deuxième type d'erreur que vous allez voir souvent et que vous êtes habitué de voir sur Internet sans doute, c'est l'erreur 404. L'erreur 404, ce qu'elle veut dire, c'est cette page n'existe pas ou elle a été déplacée. C'est encore une bonne nouvelle dans un sens en ce qui nous concerne parce qu'elle aussi est générée par le serveur qui dit à notre navigateur, qui répond à notre navigateur, « J'ai pas cette page-là, elle n'existe pas. Sur mon serveur, tu as bel et bien accès à mon serveur, mais cette page-là n'existe pas. » Donc, c'est une demi-bonne nouvelle. C'est pas très chic, puis on va habituellement la remplacer. Vous voyez des fois des dinosaures qui cherchent leurs œufs ou leurs enfants, mais de base, ça veut dire que le serveur répond. Alors, qu'est-ce que c'est une erreur 404? Je m'en viens ici, puis je vais faire, par exemple, /devoir, OK, avec un S. Et quand je vais appuyer sur Enter, il va me répondre Not found. Là, il ne me répond pas Forbidden, il me répond Not found parce qu'il n'y a pas de répertoire qui s'appelle devoir. Il ne le trouve pas. Fait qu'il me répond Not found. Additionally, a 404 not found error was encountered. Donc, c'est l'erreur 404. Alors, ça, c'est les deux qu'on va voir, nous, le plus souvent, puis on n'a pas l'intention de se mettre à étudier les messages d'erreur des serveurs web. C'est les deux auxquels on va faire le plus attention pendant qu'on crée du contenu pour le web. Sans plus tarder,
Je vous invite à vous connecter à votre serveur web. Donc, pour faire ça, vous rentrez votre adresse de site web personnel, 2.2083. Donc, c'est vraiment le caractère 2.2083. Dans le courriel que je vous ai envoyé, il y a le lien qui dit cPanel. Vous faites juste cliquer là-dessus, ça va vous amener au bon endroit. Ça vous amène ici à cPanel. Est-ce que vous y êtes? Oui. Je vous laisse 30 secondes, 1 minute pour pouvoir vous connecter si ce n'est pas déjà fait. Et moi, pendant ce temps-là, je vais cliquer sur Connexion. Donc, vous rentrez votre nom d'utilisateur que je vous ai envoyé dans le courriel. Vous rentrez votre mot de passe que vous avez reçu aussi dans le courriel. Vous cliquez ensuite sur Connexion et ça vous amène directement dans votre gestionnaire de fichiers cPanel. Pas votre gestionnaire de fichiers, pardon, dans votre cPanel, dans votre serveur web. On va maintenant découvrir ensemble le gestionnaire de fichiers. S'il y a quelqu'un qui a besoin de plus de temps pour se connecter à son serveur web, ce serait le temps de me le dire. Sinon, moi, je continue. En l'absence de commentaires ou de réponses, je prends pour acquis que tout le monde est connecté à son serveur web en ce moment. Est-ce que c'est le cas? Si je n'ai pas de réponse, c'est que tout le monde est connecté. Alors, je continue. Donc, le gestionnaire de fichiers, vous êtes habitué d'utiliser Windows. Quand vous êtes dans l'explorateur de fichiers Windows, vous êtes capable de créer des dossiers, des fichiers, de déplacer des dossiers, de créer des arborescences et ainsi de suite. Alors, vous allez être vraiment très à l'aise à fonctionner avec un serveur web parce que c'est exactement ce qu'on va faire. On va commencer par aller créer un répertoire qui s'appelle Devoir. En fait, juste avant de faire ça, je vais faire le devoir 1. Au cas où vous ne l'ayez pas fait, je vais le faire avec vous. Le gestionnaire de fichiers dans cPanel est en haut à gauche complètement. C'est celui qu'on va utiliser le plus souvent. Toutes les autres icônes que vous voyez, ce sont des services offerts par votre hébergeur web, okay? Par votre serveur web. C'est toutes des choses. Si vous vouliez offrir des bases de données sur Internet, par exemple, si vous vouliez avoir offrir du courriel ou quoi que ce soit, si vous vouliez utiliser votre adresse web comme un OneDrive ou un Google Drive, ce serait possible de le faire avec WebDisk en haut et ainsi de suite. Quand je descends en bas, vous allez voir en bas complètement, vous devriez avoir une zone qui s'appelle Softaculous Apps Installer. Softaculous Apps Installer, c'est un peu comme le App Store de votre serveur web. Ça, c'est tous des programmes que vous pouvez installer sur votre serveur web et qui vont vous permettre, en un seul clic, d'installer une application que vous allez pouvoir offrir sur votre serveur web. Par exemple, si je voulais offrir Moodle ou quoi que ce soit, ben, j'ai accès à Moodle à l'intérieur de ces programmes-là. WordPress, ici, c'est celui qu'on va utiliser à partir de la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je crois que dans 2 semaines, on va commencer à travailler dans WordPress. Donc, quand on va faire une installation WordPress, c'est ici qu'on va venir. Il va faire l'installation à notre place. Il va créer une base de données. Il va faire un paquet de trucs à notre place. On va le laisser faire et puis on va se retrouver avec un site web qui est complètement fonctionnel, qui va être beaucoup plus facile à gérer que de générer notre code HTML à la main. Nous, on va apprendre les bases juste pour savoir comment ça fonctionne exactement. Je retourne dans mon gestionnaire de fichiers. Vous allez cliquer sur gestionnaire de fichiers. Vous allez avoir un nouvel onglet qui va apparaître ici. Moi, je vais revenir fermer cet onglet-là et je vais réouvrir, excusez-moi, je vais rouvrir marc.pourleweb.ca pour avoir mon Forbidden en ce moment. Donc, votre devoir 1 consistait à créer un fichier index.html. Oups, excusez-moi, je ne suis pas au bon endroit. Je vais juste devoir me diriger dans mon utilisateur à moi parce qu'ici, j'ai accès à tous vos comptes. Puis là, je vais être dans Marc. OK, donc je vais rentrer dans mon gestionnaire de fichiers. Et quand vous entrez dans votre gestionnaire de fichiers, vous allez reconnaître un peu la structure comme dans Windows, sauf que c'est un serveur Linux, OK? Puis dans Linux, il y a des noms de répertoires qui sont un peu étranges. Quand vous êtes dans Windows, vous êtes habitué de voir, par exemple, Users, Programs ou Utilisateurs, Programmes, et ainsi de suite. Il y a une structure qu'on a vue dans Windows qui est propre à Windows. De la même façon, un serveur Linux a une structure de fichiers qui est propre à Linux. Donc, on a des fichiers qui s'appellent etc, log, mail, public FTP, public HTML et ainsi de suite. Nous, de tous ces dossiers-là, il y en a un seul qui nous intéresse, puis vous pouvez l'accéder de 2 manières différentes. C'est le dossier qui s'appelle public HTML. C'est là qu'on va passer notre session. Okay? Donc, vous allez double-cliquer sur la petite terre ici, ou vous cliquez une seule fois sur Public HTML à gauche, ça a le même effet. Okay? Le répertoire est vide. Donc, ce que ça veut dire, c'est que mon répertoire Public HTML, il n'y a rien dedans.
Public HTML, c'est, comme le nom l'indique, c'est la place où je rends mon HTML public. C'est là que je publie mes fichiers HTML pour le web en entier, pour le monde en entier. Okay? Donc, dès que je crée un fichier ici à l'intérieur, il devient disponible pour les gens qui ont accès à Internet et qui connaîtraient l'existence de ce fichier-là. Alors, on va faire un premier fichier, qui est le devoir 1. On va créer un fichier qui s'appelle index.html. Alors, je m'en viens ici où c'est écrit plus fichier. Je fais juste nouveau fichier. Et dans le nom du nouveau fichier ici, je vais écrire index.html. Je vous laisse faire. Là, c'est l'endroit où vous allez devoir me ralentir parce que des fois, j'oublie que vous devez changer d'écran, changer de faire un Alt tabulation. À moins que vous ayez deux écrans, si vous le faites côte à côte ou vous avez une tablette, un téléphone pour le... Mais là, c'est à vous de faire index.html. Attention, erreur très fréquente, mettre des majuscules. On n'en met jamais, jamais, jamais. Le I est minuscule. Toutes les lettres sont minuscules. HTML, je vois souvent des erreurs. On va écrire HTLM ou bien HMLT ou bref, on va trop vite puis le HTML n'est pas bien écrit. Donc, index.html avec aucune majuscule. Si quelqu'un n'est pas rendu là, il faudrait me le dire. Je vais maintenant, moi, cliquer sur Create New File. Est-ce que quelqu'un a besoin de plus de temps? Non? Parfait. Mon répertoire n'est plus vide. J'ai maintenant un fichier qui s'appelle index.html. Regardez bien ce que ça va avoir comme effet tout de suite. Quand je m'en viens dans Forbidden ici, si je fais rafraîchir, donc F5 ou CTRL-R, je vais me retrouver avec ma page blanche. Parce qu'il trouve maintenant un fichier HTML, et il va index.html et il va me l'envoyer. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon HTML, index.html? Il n'y a absolument rien, c'est un fichier vide que je viens juste de créer. Donc, il m'envoie un fichier vide. Alors, c'est la raison pour laquelle je ne vois rien en ce moment, ma page est blanche. On va voir tout de suite comment voir le code source d'une page. Alors, sur ma page, je vais faire CTRL-U ou, si vous préférez utiliser votre souris, vous pouvez faire un clic droit pour faire code source de la page dans votre menu contextuel. OK? Donc, code source de la page. Attention, quand il y a du contenu sur une page, de ne pas cliquer sur un lien en faisant votre clic droit. On veut le faire vraiment dans une zone blanche. Donc, dans mon cas, moi, j'en manque pas. Là. Je fais code source de la page. Puis, sinon, je vous encourage vraiment à apprendre à vous servir du raccourci clavier CTRL-U. Et ça va ouvrir une page ici qui va être View Source. Et si je grossis ma page, bien, vous voyez que j'ai rien. J'ai un numéro 1 en haut à gauche ici. Le chiffre 1 qui indique absolument rien, ça veut dire que mon fichier est vide. Je reviens dans mon Control Panel. On va cliquer sur notre fichier index.html, qui est en bleu maintenant. Et je vous avertis tout de suite, erreur très, très fréquente, il y en a qui double-cliquent sur ces fichiers-là. Si je double-clique, je vais me retrouver avec une ouverture de fichier. Puis là, les gens font, ben OK, je vais l'ouvrir, je vais faire OK. Puis vous allez vous retrouver dans un fichier sur votre navigateur, puis dans un fichier qui va être ouvert localement sur votre disque C parce qu'il va avoir été téléchargé. Là, je suis en train de télécharger le fichier. Donc, jamais, jamais, jamais vous faites un double-clic sur ce fichier-là. C'est pas comme dans Windows où je voudrais lancer Word, puis je vais faire un double-clic, ou lancer Excel, puis je vais faire un double-clic. Je clique une seule fois pour qu'il soit en bleu et je m'en viens ici pour cliquer sur « Modifier ». OK? On résiste à la tentation, tout le monde, d'utiliser éditeur HTML. On ne va pas l'utiliser. On va utiliser modifier. Vous allez voir comment ça fonctionne dans cet outil-là ici. Il va y avoir une boîte qui va apparaître qui vous dit que l'encodage de caractères est différent et ainsi de suite. Désactiver la vérification de l'encodage. Vous pouvez cliquer sur ce bouton-là si vous voulez. Moi, je vais le laisser. Je vais cliquer sur Edit. Je vais me retrouver avec un éditeur de texte avec une ligne 1 ici. Et chaque fois que j'appuie sur Entrée, je vais créer une nouvelle ligne. Donc, 2, 3, 4. J'ai 4 lignes maintenant dans mon document, mais ce sont toutes des lignes vides. Votre devoir 1 consistait à juste écrire sur la ligne 1 « Bienvenue sur le site web de Marc ». Donc, votre prénom à vous, bien sûr. Ici, je vois l'adresse du fichier que je suis en train de créer, donc dans Marc, qui est mon utilisateur, dans le dossier public.html, et le nom du fichier, c'est index.html. Donc ici, vous avez toujours votre nom de fichier,
puis à droite, vous avez l'encodage du fichier. Donc, je suis en train de créer un fichier en UTF-8, qui est la norme d'encodage Unicode qu'on a vu la semaine dernière. Donc, tout ce que j'ai à faire à partir de maintenant, c'est de faire enregistrer. Il va apparaître une petite boîte verte qui dit « Succès ». Et si je m'en viens voir marc.pourleweb.ca et que je fais F5, je vais voir apparaître « Bienvenue sur le site web de Marc ». Je vais le grossir en faisant CTRL molette. Donc, je roule ma molette tout simplement, ou CTRL+, puis CTRL- vous rapetissez. Okay? Quand vous voulez revenir au zoom d'origine de la page, vous faites CTRL-0. Donc, moi, je le grossis au maximum pour que ce soit bien visible. La taille de la police n'a pas changé. C'est vraiment moi qui ai fait un zoom à 300%, la même chose que dans un document Word. Si vous zoomez, ça ne change pas la taille de votre police. Si je m'en viens à droite sur mon onglet View Source, je fais un F5, je vais voir apparaître maintenant dans ma ligne 1 « Bienvenue sur le site web de Marc ». OK? Donc, vous venez de créer votre premier fichier web, vous venez de créer votre premier fichier HTML et votre serveur web vous le renvoie de manière élégante ici avec une belle police de caractères. Je vais faire CTRL-0, une belle police de caractères, mais il le présente comme un paragraphe parce qu'il n'y avait pas de balise. Donc, lui, il se dit, ben, si je n'ai pas de balise, je vais tout simplement le présenter comme un paragraphe. Est-ce que tout le monde a réussi à faire cette partie-là? Si je vais voir un site web au hasard, est-ce que je vais le voir pour tout le monde? Chloé, c'est coup dessus, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je pense que c'est coup dessus Clos. Est-ce que ça se peut? Oui. Pour le web.ca. Donc, vous allez voir que tout ce que Chloé fait, on le voit en direct. Et on va aussi voir que le navigateur fait quelque chose d'horrible. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous met des caractères ici spéciaux parce qu'il y a un accent dans Chloé et il n'est pas capable de reconnaître ces accents-là. Il ne sait pas, il est mélangé. Il y a un problème d'encodage de caractères. Il les reçoit encodés d'une façon, puis il les présente encodés d'une autre façon. Donc, quand on voit des caractères apparaître de cette façon-là, c'est parce qu'il y a un problème d'encodage de caractères qu'on va devoir régler. Et il y a une façon bien facile de régler ça qu'on va voir, mais je vais vous la montrer juste la semaine prochaine. On va dire à notre page comment interpréter cette page-là correctement. Donc, pour cette semaine, on va accepter de vivre avec nos caractères. Ceux qui n'ont pas d'accent dans leur nom, vous ne le verrez pas, mais vous pouvez vous ajouter une ligne si vous voulez avec des accents, puis vous allez voir apparaître les caractères erronés de cette façon-là. Si je vais voir le code source de la page de Chloé, je vais faire CTRL-U. Bien, de la même façon, dans le code source de la page, je retrouve les deux mêmes caractères erronés ici, parce que le navigateur l'a reçu puis l'a interprété avec une table différente, donc ça ne sort pas de la bonne façon. Est-ce que quelqu'un n'a pas écrit sa phrase sur son site web ou a besoin d'un peu de temps pour pouvoir le faire? Tout le monde est correct? Parfait. Donc, ça, je l'entends comme « c'est correct, Marc, va plus vite. On est bonne, puis on est capable d'aller plus vite que ça. » Fait que je vais continuer avec vous. Ce que je vais vous demander de faire maintenant, vous allez créer 4 dossiers. On va créer un répertoire qui s'appelle « Devoirs ». Puis là, je vais vous expliquer comment on va utiliser ces répertoires-là, puis ensuite, on va aller les créer. Vous allez créer un répertoire qui s'appelle « Devoirs », puis dans « Devoirs », bien, comme le nom l'indique, je vais vous faire des devoirs qui vont être notés au cours des prochaines semaines. Okay? Moi, je vais visiter, je vais aller voir le devoir, puis chaque devoir va avoir un nom de fichier particulier. Donc, dans le répertoire « Devoirs » au pluriel, il va y avoir « devoir1.html », il va y avoir « devoir2.html », « devoir3.html » et ainsi de suite, puis ça va augmenter comme ça. De la même façon, on va se créer un répertoire qui va s'appeler « Exercice ». Exercice, ça va être pour des choses qu'on va faire ensemble en classe, que je ne vais pas nécessairement évaluer. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Moi, je vous encourage de toujours tous les faire, mais vous n'êtes pas obligé de tous les faire parce qu'ils ne sont pas évalués. Mais les exercices, c'est vraiment des choses qu'on va faire ensemble. Puis je vais essayer de garder un compte. On va faire la même chose. Ça va être ex1.html, ex2.html, ex3.html, et ainsi de suite pendant la session. Le troisième répertoire qu'on va créer va s'intituler « Test ». Dans « Test », ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire vos lectures ou de trouver des choses sur le web, sur Internet, sur YouTube. Vous écoutez une vidéo, vous découvrez quelque chose de cool, vous découvrez quelque chose de le fun. Je vais vous demander de venir le faire dans « Test ». Donc, vous allez créer des fichiers qui vont s'appeler test1.html, test2.html, test3.html et ainsi de suite.
Puis au fur et à mesure que la session avance, des fois, ça va être très, très court, là. Vous voulez jouer avec un élément HTML, vous créez un petit fichier test, vous le faites là. Au fur et à mesure que la session avance, ces fichiers-là vont augmenter, mais ceux-là, vous êtes un peu par vous-même. Moi, je vais juste regarder, vous êtes rendu où, vous avez fait quoi, par curiosité, mais c'est pas ça non plus, c'est pas évalué. Et si quelqu'un a fait 57 tests pendant la session, puis quelqu'un d'autre en a fait 11, ben il n'y a pas de différence entre les deux. Je présume que la personne qui va avoir fait 57 tests va avoir appris un peu plus sur le HTML et le CSS, mais il n'y a pas de différence au niveau de votre évaluation, quoi que ce soit. Donc, je répète, devoir qui va être évalué, test, exercice qui va être fait ensemble en classe, puis test que vous allez faire individuellement quand vous faites une lecture dans un livre ou que vous regardez une vidéo sur YouTube. Alors, tout de suite, on va aller créer nos répertoires. Donc, dirigez-vous vers votre gestionnaire de fichiers. Assurez-vous d'être à l'intérieur de votre dossier public.html. Et pour créer un répertoire web, vous m'entendez dire répertoire ou dossier. Dossier, c'est ce qu'on utilise dans Windows, sur un ordinateur local. Puis, c'est la même chose sur un serveur web. D'ailleurs, ça s'appelle plus dossier ici, mais sur le web, habituellement, on réfère à des répertoires. Donc, si vous m'entendez parler de répertoire, ben, c'est un dossier. Un répertoire, le mot vient souvent de la façon de fonctionner dans Linux. Donc, je vais juste cliquer sur « Plus dossier » et cette fois-ci, je vais créer « Devoir » au pluriel, puis je ne mets pas d'extension parce que c'est vraiment l'équivalent de créer un dossier sur Windows. Donc, il n'y a pas d'extension. Il n'y a pas de majuscule non plus. Attention de ne pas mettre de majuscule. Donc, « Devoir » tout en minuscule avec un S. Puis vous faites « Create New Folder ». Et vous allez voir apparaître une belle petite chemise jaune, juste ici. Et on répète, plus dossier, exercice au pluriel. Attention de ne pas faire de faute à l'intérieur du mot exercice. Donc, exercice au pluriel, create new folder. Puis, on va créer encore plus dossier, test au pluriel, create new folder. Je vous attends ici pour vous donner le temps de faire vos 3 dossiers, devoir, exercice et test, les 3 au pluriel. Donc, je vais prendre Chloé comme victime. Si je m'en viens ici puis je fais barre oblique devoir au pluriel, j'appuie sur Enter, j'ai un forbidden qui me dit, ben, tu n'as pas accès à ce répertoire-là parce que le répertoire est vide. OK? Mais ce que ça me dit, c'est que Chloé a déjà créé son dossier devoir. Je ne sais pas si je vais aller plus vite qu'elle, mais je vais m'en aller à test directement. Test aussi, je suis forbidden, donc ça veut dire qu'il est déjà créé. Mais si, par exemple, je vous faisais créer autre test, supposons comme ça, puis que j'appuie sur Enter sur le répertoire de Chloé, ben, je vais avoir un not found parce que autre test, elle n'a pas créé ça. Donc, je n'ai pas un forbidden, j'ai un not found parce qu'elle ne l'a pas créé, ça n'existe pas sur son serveur. Donc, test forbidden. Devoir aussi forbidden. De mon côté, c'est la même chose. Étant donné que j'ai créé mes dossiers, je vais faire devoir avec un S, exercice avec un S, puis test avec un S. Je vais tout avoir des forbidden. Exercice, forbidden. Vous le voyez aussi en haut dans l'onglet ici, 403 forbidden. Et finalement, si je viens voir test avec un S, forbidden. Donc, mes 3 dossiers sont bien créés. Est-ce que quelqu'un a besoin de plus de temps pour créer ces 3 dossiers? Tout se passe bien? Parfait. Donc, prochaine étape, on va rentrer à l'intérieur de chacun. Et ça, je vais vous laisser quelques minutes pour le faire. Vous allez rentrer à l'intérieur de chacun et vous allez créer un fichier index.html. Puis à l'intérieur de chacun, vous allez juste écrire la phrase « les devoirs de prénom », les exercices de prénom, puis les tests de prénom. Okay? Pour l'instant, on va juste faire ça. Alors, j'en fais un devant vous maintenant, puis après ça, je vais les faire silencieusement, puis je vais vous laisser travailler individuellement pour le faire. Donc, je m'en vais dans « Devoir ». Pour les dossiers, je peux faire un double-clic. Donc, je fais double-clic sur « Dossier ». Le répertoire est vide. Donc, je vais faire « Plus fichier ». Je le nomme index.html avec aucune majuscule ou quoi que ce soit. Je fais « Create new file ». Mon fichier existe. Je clique dessus pour qu'il soit bleu. Je m'en vais en haut. Je vais faire « Modifier ».
Puis là, je vais faire « Edit », puis je vais juste écrire « Les devoirs de Marc ». Je vais faire « Enregistrer ». Puis je vais répéter ça. Quand j'ai terminé de faire mon enregistré, je peux fermer mon onglet, sinon vous allez rapidement vous ramasser avec beaucoup, beaucoup d'onglets ouverts. Quand j'ai fait ça, je peux remonter dans mon navigateur, dans mes répertoires, je peux remonter en utilisant remonter d'un niveau. Donc ici, je vais revenir à la racine de mon site. La racine de mon site, c'est public.html. OK? Donc, quand je suis dans un dossier comme devoir ici, je peux soit recliquer une fois sur public.html ou bien je peux aussi tout simplement cliquer sur remonter d'un niveau. Alors, je vais dans exercice et test, je vais faire la même chose, mais je ne vais pas parler en le faisant, je vous laisse faire individuellement. Donc, si quelqu'un n'a pas fini de créer ces trois fichiers index.html et d'écrire les devoirs de prénom, les exercices de prénom, les tests de prénom, je vais vous laisser un petit peu plus de temps. Ça fait 1h10 qu'on est ensemble. Il nous reste quelques éléments à voir. Le cours d'aujourd'hui devrait durer à peu près 1h30 au total, je crois. Donc, on va voir 5 balises HTML essentielles. On va s'en servir sur notre page d'accueil notamment et sur nos pages qu'on vient de créer à l'intérieur de nos répertoires. On va voir les titres, les paragraphes, les listes à puces, les listes numérotées et les liens hypertextes. Et on va se quitter. OK, on va faire une pause de 10 minutes. Alors, on revient, ça va être une pause de 9 minutes. On revient tout le monde à 45, c'est bon? Est-ce que vous voyez mon serveur web? Oui. Parfait, merci. Je vais avoir besoin d'une volontaire autre que Chloé. Ça me prendrait une autre victime pour son site web. Ça peut être moi. Jennifer te propose tout le temps. Oui, je vais y aller avec quelqu'un d'autre que Jennifer. Je vais le faire, c'est correct. C'est Marie-Élise? Oui. C'est presque pareil, là, par exemple. Toi aussi, tu es très volontaire. C'est super le fun. Jennifer, elle fait plus que moi ces temps-ci. C'est Foster. Ouais. Pour le web. Ouais. Pour le web.ca. Donc, on arrive sur Bienvenue sur le site de Marie-Élise avec plein de caractères étranges qu'on va régler bientôt. Et ensuite, on va faire barre oblique devoir. Puis j'ai maintenant les devoirs de Marie-Élise. Je vais faire test. Je vais avoir les tests de Marie-Élise. Puis je vais faire exercice. Je vais avoir les exercices de Marie-Élise. Donc, tout est fait, c'est parfait. Sauf que, comme navigation, ton site web, Marie-Élise, c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de remédier à ça avec nos premières balises, y compris les liens hypertextes, de manière à pouvoir plus facilement naviguer notre contenu. Alors, on va commencer par les premières balises du web, puis on va voir comment fonctionnent les balises. Vous vous souvenez qu'on a, pour un élément HTML, on a toujours une balise ouvrante, puis une balise fermante. À l'intérieur, on a le contenu, puis la balise ouvrante, le contenu et la balise fermante, tout ça, ça s'appelle l'élément HTML. Donc, quand vous m'entendez parler d'un élément, je vais toujours référer à ça. On utilise le mot élément dans deux contextes. On utilise aussi le mot élément pour vouloir dire le nom de la balise ou le type de balise. Donc, un élément P, par exemple, un élément H1, un élément IMG, ce sont des balises, ce sont des éléments HTML. Quand c'est à l'intérieur d'un document, l'élément, c'est la totale, donc la balise ouvrante, balise fermante et son contenu au centre. Okay? Les balises sont constituées de chevrons, donc chevron ouvrant P, chevron fermant. Puis quand je veux fermer mon paragraphe, quand je veux dire au navigateur, OK, c'est ici que se termine ce paragraphe-là, je vais faire chevron ouvrant, barre oblique, P, chevron fermant. Donc, le barre oblique veut dire
c'est terminé pour mon paragraphe, ou c'est terminé pour mon titre 1, ou c'est terminé pour mon titre 2, et ainsi de suite. Donc, ça va toujours être le même concept. D'ouvrir le chevron, mettre une barre oblique, remettre le nom de la balise et mettre le chevron fermant. Certaines balises, c'est rare, mais on va en voir la semaine prochaine, certaines balises n'ont pas de balise fermante parce que ce sont des balises dites soit autonomes ou autoportantes, ou il y a d'autres mots qui peuvent être utilisés pour nommer ces balises-là. Mais bref, il y a des balises qui n'ont pas de balises fermantes. Okay? Mais la plupart des balises vont devoir être ouvertes et fermées. Celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est le cas pour chacune d'entre elles. Alors, je retourne sur mon serveur web. Donc, la première chose que je vais faire, je vais retourner dans mon gestionnaire de fichiers et à la racine de mon site, donc dans mon fichier index.html, je vais cliquer dessus pour le mettre en bleu. N'oubliez pas, on ne fait jamais de double-clic. Vous allez avoir votre indice le plus rapide pour savoir si vous avez fait un double-clic. C'est si jamais vous voyez apparaître votre fenêtre surgissante, comme ça, le petit pop-up qui vous demande de le télécharger, arrêtez tout de suite. On fait annuler ou le X, puis là, on recommence correctement. Donc, j'ai ma ligne bleue, je m'en viens ici, je vais faire modifier. Ça, c'est la bonne façon de procéder. Je vais cliquer sur Edit et j'ai maintenant mon texte qui s'intitule « Bienvenue sur le site web de Marc ». Je vais appuyer sur Entrée une fois pour avoir une ligne vide vis-à-vis de mon 1. Je vous encourage à faire la même chose. Donc, faites juste appuyer sur Entrée pour avoir une ligne vide. Et on va voir que l'éditeur texte fait des choses pour nous qui sont vraiment intéressantes. C'est le cas des éditeurs texte que j'ai présentés tantôt. Si vous téléchargez Virtual Studio, je dis Virtual, ça fait 2 fois que je dis Virtual à cause de VirtualBox, je pense. Visual Studio Code ou Notepad++ ou bien Sublime Text, peu importe quel éditeur, il va auto-compléter les balises. Je m'explique. Regardez bien. Je vais faire un H1 ici. Donc, je vais faire tout simplement balise ouvrante H1. Balise fermante, et dès que je vais fermer, tout de suite, il me dit H1, barre oblique H1. Il le fait automatiquement pour moi. C'est super pratique, ça va beaucoup plus vite. Il y en a d'autres qui sont encore mieux, qui vont me permettre de faire juste H1, tabulation, puis aussitôt que je vais faire H1 avec aucun chevron ou quoi que ce soit, il va reconnaître que je veux faire un H1, il va mettre les chevrons ouvrants, fermants, il va mettre la balise au complet, donc c'est encore plus facile dans ce temps-là. Il y a un outil qu'on va utiliser à partir de la semaine prochaine qui va faire ça pour nous, donc ça va être encore plus rapide, mais pour l'instant, on a déjà une aide. On va mettre notre chevron, on va faire H1, puis on va fermer notre chevron, et lui va mettre notre balise fermante automatiquement. Attention aux balises fermantes qui sont oubliées. Si j'oublie une balise fermante comme un H1 ici, tout ce qui va suivre par la suite, les paragraphes, les listes, tout va être en gras et en gros parce que ça va tout être représenté par le navigateur comme étant une balise H1. Okay? Parce que mon H1 n'a jamais été fermé. Il va se dire, tout le reste, c'est du H1 aussi. Alors, on fait attention à ça, on s'assure de s'éviter des soucis. L'autre chose, c'est les H1 en majuscules. Ça ici, c'est une forme incorrecte. Ça va aller, le navigateur va l'interpréter correctement, mais ce n'est pas une bonne façon d'écrire du code HTML. Donc, si vous voulez écrire votre code HTML correctement, c'est toujours avec des majuscules. Il y a seulement quelques mots à l'occasion qu'on va mettre en majuscules par convention. On va en voir un ensemble la semaine prochaine. Donc, je m'en viens ici, puis je vais faire majuscule fin pour sélectionner ma ligne au complet. Les raccourcis que vous avez appris dans Windows sont toujours bons ici. Donc, majuscule fin pour pouvoir sélectionner ma ligne au complet. Je vais juste cliquer, je glisse mon point d'insertion comme si j'étais dans Word. Je l'amène entre les deux chevrons ici. Puis je vais avoir maintenant une balise H1 qui va avoir le contenu de mon titre. Je vais faire enregistrer. Puis quand je vais venir ici à la racine de mon site, je vais avoir maintenant « Bienvenue sur le site web de Marc ». Vous voyez que la police a changé, la taille de la police, a changé, puis elle est maintenant aussi en gras. Pourtant, je ne lui ai pas dit de changer la taille, puis je ne lui ai pas dit de le mettre en gras. Ça, c'est le navigateur qui a une feuille de style interne à l'intérieur du navigateur qui fait en sorte que s'il n'y a aucune mise en forme qui est appliquée, il va lui-même mettre une mise en forme de base. Donc, en ce moment, je suis en train de faire du HTML pur avec aucune mise en forme. Donc, lui, il va prendre tout simplement la mise en forme du navigateur puis il va me présenter le texte de cette façon-là. Alors, les balises H1 à H6, si je m'en viens ici puis je fais chevron H2, mes devoirs,
Bien, vous avez déjà deviné que ça va être un titre de niveau 2. Si je fais H2, je ferme le chevron, j'écris mes exercices. Et je vous encourage à abuser vraiment de copier-coller quand vous faites du HTML parce que vous allez vouloir vous sauver du temps. Je vais m'en venir ici, je vais faire coller, donc CTRL-C, CTRL-V. Et je vais tout simplement remplacer mon mot exercice par test. Donc, mes devoirs, mes exercices, mes tests. OK? Puis, ici, je pourrais mettre des paragraphes de texte. Donc, je vais venir faire, par exemple, P. Il va me fermer mon barre oblique P. Je vais faire lorem, tabulation. Il ne me fait absolument rien. Donc, si je veux avoir du lorem ipsum pour me faire des faux paragraphes ou des paragraphes, des vrais paragraphes, mais des paragraphes de faux texte, j'ai deux façons de procéder. La première façon, c'est d'aller dans Word. Donc, je vais tout simplement venir dans Word. Puis, je vais utiliser ma commande égale lorem pour pouvoir me générer du texte. Donc, je vais faire égale lorem. Là, je vais faire 1,10, supposons. Donc, dans Word, il va me générer du lorem de cette façon-là. OK? Je vais juste le remettre à l'écran une seconde parce que je suis peut-être allé vite. Donc, égale lorem, j'ouvre la parenthèse, je fais 1,10. Alors, qu'est-ce qu'il fait le 1? Il génère un paragraphe. Le 10, il génère 10 phrases à l'intérieur du paragraphe. Si je veux générer 25 pages de texte, je peux par exemple faire lorem 250,10 ou 250,8. Il va me générer 250 paragraphes de 8 phrases chacun. Alors, quand je fais des documents Word que je vais être capable de mettre en forme, puis je ne veux pas me soucier du contenu trop, mais je travaille avec du lorem ipsum et c'est ce que je vais faire souvent sur Internet. Je vais travailler avec du lorem ipsum. Alors, je vais juste supprimer mon paragraphe vide. Je vais double-cliquer pour sélectionner, triple-cliquer pour sélectionner mon texte, CTRL-C. Et quand j'ai fait mon CTRL-C, je reviens dans ma page pour le mettre à l'intérieur de mon P ici, CTRL-V, et vous voyez apparaître mon lorem ipsum. Je vais copier ça, puis je vais le remettre en dessous de mon H2 et en dessous de mon H2 ici. Je vais faire enregistrer. On va porter une attention spéciale à ce qui va se passer avec ça ici. Vous voyez que le texte a été automatiquement aligné de cette façon-là par mon éditeur de texte. On va voir ce que Word va faire avec ça. Puis je vais même vous demander de faire un essai ici. Dans votre deuxième, lui, on va le laisser comme ça. Puis dans le deuxième paragraphe, vous pouvez, si vous voulez, faire entrée, 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 laisser 3-4 lignes vides. Puis entre certains mots, mettez-vous plusieurs espacements comme ça, plusieurs espaces. OK? Faites exprès d'en ajouter beaucoup, là. Gâtez-vous, puis faites enregistrer. On va aller voir qu'est-ce que le navigateur va faire avec ça. Vous allez faire F5, puis vous allez vous rendre compte que tout mon texte est bien aligné à gauche ici. Il n'y a aucun retour ou retrait ou quoi que ce soit. Puis dans mes exercices, il n'a pas tenu compte de mes sauts de ligne du tout, puis il n'a pas tenu compte de mes espaces non plus. Donc, dans un navigateur web, HTML interprète toujours le maximum d'un espace à la fois. Alors, tous les espaces répétés vont être ramenés à une. Tous les sauts de ligne répétés vont être ramenés à un espace. Il n'y a même pas un saut de ligne qui va être inséré. Alors, les sauts de ligne, seuls, ça n'existe pas. Puis les espaces, ça n'existe pas non plus. HTML, il va vraiment lire votre fichier, puis il va le considérer comme un seul fichier. Ça pourrait être tout, autrement dit, mon fichier pourrait tout être écrit sur une seule ligne, tout à la suite un de l'autre, puis il va l'interpréter de cette façon-là. Lui, il se fie seulement aux balises pour pouvoir dire qu'est-ce qui commence où. Donc, tout ce que vous allez faire comme espace à l'intérieur de votre fichier, quand vous faites des espaces comme ça ici, ça sert strictement à rendre votre fichier plus facile à lire pour la prochaine personne qui va travailler avec. Donc, si je m'en viens faire un espace ici, ben, c'est vraiment juste pour rendre le fichier plus facile à lire. Donc, je pourrais me faire un espace ici, par exemple, un espace juste avant l'autre, puis vous allez voir qu'il ne va absolument pas en tenir compte. Ça ici, donc, je vais éliminer tous ces espaces-là. Ça ne donne absolument rien. Voilà, et je fais enregistrer. Puis vous allez voir qu'il n'y aura aucun changement dans mon document. Quand je fais F5, mon document n'a aucun changement. Alors, première balise que l'on voit aujourd'hui, c'est les balises H1 à H6 et les balises P.
Je reviens un petit instant sur H1 à H6. Ce qui est important au niveau de la rédaction pour le web, et j'attire votre attention dans les notes de cours à ce sujet-là, votre balise H1, normalement, il devrait y en avoir une seule par page HTML. Il ne devrait pas avoir 3 ou 4 ou 5 H1 dans une page HTML parce que c'est vraiment le sujet de notre page de manière générale ou le sujet de notre article de manière générale qu'il faut être dans le H1. Dans certains contextes, on va avoir plus qu'un H1. Sur, par exemple, une page qui aurait un genre de sommaire, une liste d'articles, des trucs comme ça se pourrait que j'ai plus qu'un H1. Mais habituellement, on va avoir juste un H1 par page. C'est celui-là, c'est le contenu du H1 et le contenu de la balise title qu'on va voir la semaine prochaine qui va indiquer au moteur de recherche c'est quoi le sujet de la page. C'est de cette façon-là que les moteurs de recherche vont juger, évaluer de la pertinence de cette page-là par rapport à certains mots-clés. Donc, un seul H1 par page. Les H2, H3, H4, normalement, on ne veut pas se rendre à 5 ou 6. OK, on va utiliser H2, H3, H4. Ils vont être utilisés pour diviser notre texte pour le rendre plus facile à lire. Puis on va les utiliser vraiment, on va toujours lier les niveaux inférieurs aux niveaux supérieurs. Je m'explique. Je pourrais avoir 3 H2 pour légumes, fruits, légumes et protéines. OK? Si j'ai 3 H2 pour fruits, légumes et protéines, ben, je m'attends à ce que les H3 dans le premier H2, ce soit 3 fruits. Les H3 dans légumes, ce soit 3 légumes. Puis les H3 dans protéines, ce soit 3 protéines. Alors, il y a toujours un lien entre la balise de niveau inférieur et sa balise supérieure. La hiérarchie est vraiment très importante. Vous allez normalement être des reines là-dedans parce que vous êtes déjà habitué de travailler avec Word. Titre 1, titre 2, titre 3, le plan d'un document Word, vous êtes habitué à ça, vous êtes habitué à structurer vos documents, donc vos documents HTML vont être bien structurés. Les paragraphes, on va essayer sur le web d'éviter d'avoir des longs paragraphes. On ne veut pas créer des murs de mots. Okay? Donc, dès que ça devient un peu trop long, on va utiliser des listes à puces, puis on va utiliser des listes numérotées. On veut éviter de créer des longs murs de mots. Habituellement, 3 ou 4 phrases maximum dans un paragraphe, et je parle de phrases très courtes. Moindrement que la phrase est longue, on va faire une seule phrase par paragraphe ou 2. Si la phrase est longue. Donc, vraiment des phrases très courtes, on va faire un paragraphe. Sinon, on va faire 3 ou 4 phrases courtes dans un paragraphe. Sinon, une seule ou 2 si les phrases sont un petit peu plus longues. On s'en va aux listes à puces maintenant, dès maintenant. Je vais supprimer mes devoirs, mes exercices et mes tests, puis je vais plutôt utiliser une liste à puces pour me faire un menu de navigation. Donc, mes exercices ici, je le coupe, je l'amène en dessous. Puis mes tests, je le coupe, CTRL-X, je l'amène en dessous. Je vais conserver un seul paragraphe de texte pour l'instant. Ça va suffire aux besoins de la cause. Ça va rendre les choses plus claires un petit peu. Et je veux maintenant me créer une liste à puces. Pour me créer une liste à puces, la balise s'intitule UL. Les items à l'intérieur de la puce s'appellent LI. Je m'explique. UL en anglais, c'est pour Unordered List, donc une liste sans ordre. OK? Et LI, c'est pour List Item, donc un item de liste. De la même façon, mes listes numérotées vont être OL pour Ordered List, donc l'ordre est important. Elle va donc être numérotée 1, 2, 3, 4 ou A, B, C, D, E. Et les items à l'intérieur vont être LI. C'est le navigateur qui va faire la numérotation lui-même. Vous n'aurez pas besoin de mettre la numérotation, pareil comme quand vous utilisez une liste dans Word. Comme dans Word, on a la possibilité de changer le style de numérotation. On ne va pas nécessairement voir comment faire aujourd'hui, mais c'est quelque chose que vous pourriez trouver sur Internet très facilement. Si vous vouliez faire, par exemple, des lettres majuscules, vous pourriez le faire. Je vous encourage peut-être à le rechercher et vous en faire un test sur test 1, par exemple, tout à l'heure, si vous le voulez. Donc, moi, pour l'instant, je vais aller faire ma liste à puces, la première de ma vie. Je vais faire UL juste ici. Donc, je m'en viens faire un chevron. UL pour Unordered List. Et je ferme mon chevron. Il va tout de suite me donner la fermeture. Donc, je vais prendre la fermeture, je vais la couper, je vais aller la mettre à la fin de mes items.
Puis mes items ici, ce ne seront pas des H2, je vais faire des LI à l'intérieur. Donc, LI, LI, LI. Encore une fois, certains éditeurs de texte vont être plus cléments. Lui ici m'avertit, il va me dire X, il me dit Unexpected End Tag parce que je ferme un H2 alors que j'ai ouvert un LI. Donc, il me dit, ben moi, je vais ignorer ça. Alors, quand je vois qu'il y a une erreur, je vais venir lui mettre un LI. Mais il y a d'autres éditeurs de texte qui sont encore plus gentils, qui vont faire en sorte que quand je change le LI à gauche, automatiquement, le /LI va changer à droite, ce qui est vraiment encore plus ergonomique ou plus productif. Donc, moi, je vais les faire à la main et je vous encourage à faire la même chose. Donc, UL, LI, 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 UL. Puis vous fermez vos LI ici. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vais enregistrer mon document. Et je vais venir voir, je vais rafraîchir ma page. Donc, on va voir disparaître les H2, on va voir disparaître 2 paragraphes, puis on va voir apparaître une liste à puces avec 3 puces et mes 3 items. Donc, F5. Et comme prévu, j'ai mes devoirs, mes exercices, mes tests et un paragraphe en dessous. Bienvenue sur le site de Marc. OK? Si je fais /, devoir au pluriel, j'ai les devoirs de Marc. Donc, lui, je devrais venir le mettre en H1. Vous allez le faire tantôt. Puis, on va se faire une petite navigation. Donc, moi, je vais vous montrer le début. Puis vous allez compléter votre devoir en faisant la suite pour que ce soit fait dans vos 3 fichiers pour chacun de vos items. Alors, pour l'instant, on vient de voir les listes à puces. Je vais juste, avant de vous montrer les liens hypertextes, vous montrer comment faire une liste numérotée. Donc, il suffit simplement, j'ai déjà mes items de liste, hein, eux, ils ne vont pas changer. Tout ce que je veux changer, c'est les puces pour des numéros. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout simplement OL au lieu de UL. Puis le navigateur, au lieu de mettre des puces noires, il va me mettre des chiffres 1, 2, 3. Alors, on va aller le faire tout de suite ensemble. Je m'en viens ici, dans mon document. Donc, mon UL ici, qui veut dire Unordered List, je vais le transformer en OL pour Ordered List. Et je vais avoir à ce moment-là une liste ordonnée qui va faire en sorte que je vais maintenant avoir 1, mes devoirs, 2, mes exercices, 3, mes tests. Donc, je vais enregistrer et je reviens ici, je fais F5, 1, 2, 3. Et si j'ajoutais des items, il ajouterait des chiffres à la liste, 4, 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. Il est possible d'imbriquer des listes dans des listes. C'est possible. Je ne vais pas le faire en classe, je ne vais pas le faire avec vous. C'est quelque chose que vous pouvez googler ou trouver sur YouTube, mais on va insérer parfois des listes à l'intérieur de listes, donc on va avoir des sous-listes. C'est possible de le faire. Et l'autre point sur lequel j'attire votre attention, c'est la mise en forme. Vous voyez qu'il y a un retrait ici et le retrait se trouve à être fait automatiquement par le navigateur. Si je veux que le retrait soit plus grand, plus petit, si je veux que l'espacement soit plus grand que les items ou quoi que ce soit, c'est toutes des choses que je vais pouvoir changer en utilisant mon code CSS. Dans la mesure où je laisse les choses brutes comme ça, avec juste du HTML, ce sont toute la mise en forme standard du navigateur qui va s'appliquer. Des fois, il va y avoir une petite différence d'un navigateur à l'autre. Sur certains éléments, Chrome ou Firefox vont présenter les choses différemment ou Safari, mais de manière générale, ça se ressemble beaucoup. Donc, je ramène ça à UL dans mon cas parce que je veux avoir une liste à puces. Vous pouvez faire la même chose. Et maintenant, je vais faire enregistrer. Je vais venir ici, je vais faire F5. Je vais avoir mes 3 puces qui vont apparaître. Maintenant, ce que je voudrais avoir, je voudrais que mes devoirs mènent à ma page de devoirs. Je voudrais que mes exercices mènent à mes exercices, puis je voudrais que mes tests mènent à mes tests. Et de la même façon, j'aimerais qu'à l'intérieur de chacun, il y ait au moins un fichier devoir, un fichier test, puis un fichier exercice. Donc, on va aller se créer devoir 1, test 1, exercice 1. On va pointer vers ces fichiers-là. Puis nos 3 pages, on va vouloir qu'ils ramènent à la page d'accueil. Alors, je vous fais le début, vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez pouvoir faire le reste. C'est vraiment pas long à faire une fois que vous allez avoir vu et fait le premier. Vous allez répéter. Puis, il y a même des éléments que vous allez pouvoir faire en copier-coller. Donc, quand on arrive dans le copier-coller, ça va vraiment vite. Donc, je m'en viens ici.
Puis ce que je veux avoir, c'est une balise qui va créer un lien pour mes devoirs, pour que mes devoirs deviennent bleus et soulignés, puis qu'on puisse cliquer dessus pour aller sur ma page devoirs. Alors, si je regarde comment c'est fait, la balise pour un lien hypertexte, c'est une balise A. A pour anchor ou une encre en anglais. Donc, anchor. Et une balise fermante, donc barre oblique A pour fermer le lien. Sinon, tout le restant de ma page serait en lien souligné en bleu. Ce ne serait pas très, très chic. Alors, je veux toujours fermer à la fin de mon lien. Donc, chevron, barre oblique A, chevron, ça ferme mon A. La balise est vraiment une balise A. Sauf que certaines balises HTML vont avoir pas des propriétés ni des arguments, je cherche le bon terme, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais vont avoir des valeurs qui vont être écrites à l'intérieur de la balise. Ça me choque vraiment de ne pas le trouver sur le champ, mais enfin, si quelqu'un pouvait juste me trouver le nom qui m'échappe en ce moment, là, c'est pas une propriété, c'est pas un argument. Je vais tout couper ça au montage. Je vais faire comme tout le monde en parle. Je vais avoir l'air super intelligent au montage. Ça va avoir comme ça m'est venu comme ça. Est-ce que quelqu'un peut me le trouver? HTML element. Attributes. Les attributs. Donc, certaines balises HTML ont des attributs. L'exemple qu'on vous donne justement ici sur W3 Schools, l'exemple qu'on vous donne, c'est la balise A justement, qui a un attribut href. OK? Puis, pour les images, on va avoir deux attributs essentiels. La source de l'image, src, puis le texte à présenter. Si jamais l'image ne peut pas être présentée, on va mettre du texte alternatif, alt. Donc, certaines balises ont des attributs. Ces attributs-là sont très importants à utiliser dans certains contextes. Donc, je reviens à ma balise A ici. Donc, je vais faire A. Puis, pour vous habituer, au début, faites juste faire votre A pour bien comprendre que c'est un anchor, puis le reste va venir tout seul. Vous allez vous habituer à le faire à la longue. Donc, j'ouvre un lien et je ferme un lien. Mais ce que je veux que vous compreniez en ce moment, c'est que si je crée un lien comme ça va faire un lien sur lequel je vais pouvoir cliquer, mais il ne se passera absolument rien étant donné qu'il n'y a pas de destination. Donc, si je veux lui faire une destination, je dois lui donner un attribut, mon fameux mot attribut. Je vais faire un attribut href. Le href, c'est pour Hypertext Reference. Donc, je vais faire href égale, j'ouvre et je ferme les guillemets. Donc, je le fais une seule fois, majuscule 2, il me le ferme automatiquement. Et là, je vais pointer vers quoi? Je vais tout simplement pointer vers le dossier devoir parce que dans devoir, il y a un fichier index.html, mais le navigateur va le retourner automatiquement. Donc, je peux juste écrire devoir ici. Je n'ai pas besoin de mettre barre oblique index.html parce que je pointe vers un dossier. Puis comme j'explique, le dossier ou le répertoire inclut un fichier index.html. Donc, le navigateur va présenter cette page-là de toute façon. Alors, ça va me faire des liens qui vont être super propres. Alors, je vais venir ici, je vais faire ahref égale. Vous voyez ce qui se passe si j'oublie de fermer une balise. Je vais venir prendre mon barre oblique A ici. Je vais faire CTRL-X, puis je le mets à la fin. Très important, on le met avant la fin du LI. Donc, j'ai ouvert le LI, j'ai ouvert le A, je ferme le A, je ferme le LI. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est super important de le faire dans cet ordre-là. Là, je vais venir mettre ma fermeture ici, puis mon ouverture juste là. Donc, j'ai mon troisième A ici. Href égale. Puis ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre tout simplement exercice, pas de majuscule. Puis ici, je vais mettre test, pas de majuscule. Je vais faire enregistrer. Et si je retourne sur ma page, quand je vais faire F5, je vais me retrouver avec mes devoirs, mes exercices, mes tests. Quand je vais cliquer sur mes devoirs, je vais avoir les devoirs de Marc. Mon problème en ce moment, c'est que je n'ai pas de retour vers l'accueil. Je n'ai pas de lien qui me permet de retourner à l'accueil. Alors, je suis obligé de me rabattre sur le bouton de retour de mon navigateur, ce qui n'est vraiment pas une bonne chose pour notre visiteur ou pour notre utilisateur. Donc, je vais faire bouton de retour, exercice, les exercices de Marc, et finalement, mes tests, les tests de Marc. Alors, vous voyez que j'ai mes différents fichiers qui sont présents, qui sont accessibles en un seul clic de cette façon-là.
Si je veux faire un lien vers un site externe, je viens de voir, par exemple, je me suis fait sauver la vie par le site W3 Schools. Je vais juste venir mettre ici HTML seulement. J'enlève tout ça. Donc, W3 Schools HTML. Si je fais CTRL-0, il y a un tutoriel HTML. Je vous encourage à le faire si ça vous intéresse. C'est intéressant à faire. Vous faites Next, puis vous allez suivre le petit tutoriel. Ils vont tous vous présenter. Vous allez voir des choses même à l'avance par rapport au cours. La structure complète d'une page web qu'on voit la semaine prochaine. Donc, le tutoriel ici est important. Alors, si je veux, je peux prendre l'adresse complète qui inclut le HTTP, OK? Puis je vais revenir dans mon document pour écrire tout simplement dans un paragraphe, je vais faire P, et je vais écrire visiter le site W3 Schools pour faire un tutoriel. Est-ce qu'on fait ou on suit un tutoriel sur HTML? Je vais quand même poser une question. Hein? Je pense qu'on le suit. On le suit? Donc, voilà. Donc, visitez le site W3 Schools pour suivre un tutoriel sur HTML. Donc, j'ai ça ici, ça va être mon lien, tutoriel sur HTML. Alors, j'aurais pu choisir de le faire sur W3 Schools. Bon, mais ici, je le fais sur tutoriel sur HTML. Donc, je vais venir mettre mon href égale, j'ouvre et je ferme mes guillemets. Et à l'intérieur, je vais mettre, oups, là, je me suis fait jouer un tour, hein, j'ai copié mon barre oblique A. Donc, je viens juste reprendre mon adresse ici. Je vais la remettre à l'intérieur de mes guillemets. Et la différence entre ces liens-là, on va voir d'autres choses la semaine prochaine, mais la différence entre les liens qui sont ici et le lien qui est là, c'est pareil comme dans Excel. Vous vous souvenez, dans Excel, vous avez des formules qui sont relatives, puis vous avez des formules qui sont, des références, pardon, qui sont relatives, puis des références qui sont absolues, n'est-ce pas? Et de la même façon, ici, ma référence hypertexte peut être relative à où je suis, ou elle peut être absolue. Quand elle est absolue, je donne l'adresse au complet, y compris le HTTPS, www.blablabla. Donc, ce n'est pas relatif à où je suis, dans quel fichier je suis, c'est absolu. Alors, les références peuvent être absolues ou relatives. Contrairement à Excel, cependant, il n'y a pas de référence mixte. Donc, j'enregistre. Je m'en viens dans mon fichier ici, je vais faire F5. Et je vais retrouver mon paragraphe « Visiter le site W3 Schools pour suivre un tutoriel sur HTML ». Si je fais ça, regardez bien ce qui va se passer. Je suis dans mon onglet ici, marc.pourleweb.ca, vous le voyez bien. Je clique là-dessus et c'est mon onglet qui va s'en aller sur HTML Tutorial de W3 Schools. Si je ne veux pas ce comportement-là, je peux mettre un petit attribut qui va dire à mon navigateur « Rouvre dans un nouvel onglet » parce que je m'en vais sur un autre site, donc je voudrais que tu rouvres dans un nouvel onglet. Ce n'est pas nécessairement une bonne pratique. La plupart des spécialistes en utilisabilité du web recommandent de ne pas faire ce que je vais vous montrer là. Donc, à vous de poser des questions aux gens qui vous entourent pour savoir si vous voulez le faire ou non, mais je vous montre comment faire. Mon href ici, juste à la fin, je vais faire un espace, puis je vais lui donner un attribut target, donc ta cible, target, est égal à barre en dessous blank. Donc, majuscule trait d'union, là, si vous voulez faire votre petite barre en dessous. Donc, target est égal à barre en dessous blank. Et ce que ça va faire, c'est qu'il va ouvrir cet onglet-là, il va ouvrir ce lien-là dans un nouvel onglet. Donc, je m'en viens ici. Je fais F5 à nouveau pour pouvoir rafraîchir parce que sinon, mon lien n'aura pas changé. Et quand je clique sur Tutoriel sur HTML, vous allez voir apparaître mon HTML tutorial ici dans un nouvel onglet à droite de où j'ai cliqué. Si je clique dessus 2-3 fois, il va me l'ouvrir 2-3 fois. Voilà. Donc, vous savez maintenant ouvrir un lien, créer un lien, et vous savez le créer à l'intérieur d'une page, à l'intérieur du même onglet ou d'un nouvel onglet. Je termine en vous donnant les consignes. Donc, quoi terminer pour pouvoir finir votre devoir numéro 2 ou 3?
je vais tout simplement vous donner les consignes dans la vidéo et je vais les écrire, les publier plus tard, mais je vous les explique maintenant. Alors, si vous m'entendez en différé ou en direct, les consignes sont les mêmes. Alors, ce que vous devez faire, c'est qu'on va aller mettre les H1 dans nos 3 autres pages, dans test, devoir et exercice. On va aller mettre nos titres en H1. On va aller se créer un lien qui va nous ramener à l'accueil. Donc, qui va remonter de 1. Je vais en faire une pour vous montrer comment faire. Puis, vous allez vous créer une seule page HTML dans chacun des dossiers pour pouvoir pointer vers celle-ci. Parce qu'au fur et à mesure que la session va avancer, on va tout simplement se créer des liens pour faire en sorte que votre site web soit lié et que ce soit facile de naviguer entre vos fichiers. Donc, sans plus tarder, je fais le premier et je mets fin à l'enregistrement pour pouvoir vous laisser faire la suite pour que vous puissiez terminer votre devoir. Donc, je quitte pour l'instant mon fichier ici. Je m'en viens à l'intérieur de devoir et voici ce que vous allez devoir faire 3 fois. Dans devoir, je vais me créer un nouveau fichier qui s'appelle devoir 1. Devoir 1.html. Je vais faire Create New File. Donc, le fichier qui va être ouvert par défaut, ça va toujours être index, mais il y a maintenant devoir 1. Je vais cliquer sur éditeur, pas éditeur HTML, pardon, modifier. Je vais juste aller lui mettre un H1. Ceci termine mon devoir 1. Donc, ça va être mon fichier pour mon devoir 1, qui est comme juste pour le nommer, pour qu'il existe. Et à l'intérieur de index, ici, je vais aller faire modifier. Puis je vais tout simplement mettre mon titre dans un H1. Donc, je vais faire H1. Je ferme mon H1. Je prends mon titre, je clique, je le glisse, je le mets à l'intérieur. Donc, vous allez faire ça pour exercice et vous allez le faire pour test. Et en dessous, je vais me faire un paragraphe. Je vais me faire une liste à puces, pardon. Un paragraphe. Voici une liste de mes devoirs. Puis là, je vais faire ma liste à puces. Donc, UL pour qu'elle soit unordered, donc non ordonnée. Ensuite, je vais faire LI, je ferme et je vais écrire devoir 1. Vous remarquez qu'il y a une espace, tantôt il n'y en avait pas, puis un D majuscule, tantôt il n'y en avait pas. Ça n'a pas d'importance, ça c'est le nom que je lui donne dans ma liste. Maintenant, je vais faire mon A. Et je vais venir tout simplement le fermer après. Puis dans mon A, je vais faire href égale. Puis je vais juste lui dire, étant donné que je suis en ce moment ce fichier-là ici, ce fichier index.html, il est déjà dans le répertoire devoir. OK? Alors, étant donné qu'il est déjà dans le répertoire devoir, je peux utiliser un lien relatif à où je suis. Donc, je peux tout simplement lui écrire devoir 1.html et il va pointer directement vers ça. Et là, je ne veux pas, dans devoir 1, je veux pas dans celui-là mettre un target underscore blank parce que je veux pas que ça rouvre dans un nouvel onglet, évidemment. Quand c'est à l'interne dans mon site, je veux toujours rester au même endroit. Donc, je vais juste faire ça et c'est terminé pour celui-là. La prochaine chose que je vais faire, je vais venir me mettre un autre LI, devoir 2. Je vais écrire à venir, supposons. Donc, ce serait ici que vous auriez à documenter ou à faire un lien vers votre devoir 2 éventuel. Puis, à la fin, je vais juste me faire un paragraphe, un P, puis je vais écrire « Retour à l'accueil ». Oups. Retour à l'accueil. Et je vais tout simplement faire un A. Je viens d'avoir un flash en travaillant comme ça. Si je me souviens bien, Jennifer,
Quand tu es venu visiter, tu as fait étudiant d'un jour il y a 3 ans déjà. Ben non, 2 ans parce que tu es en 3e année en ce moment. C'est à peu près le cours qu'on était en train de faire quand tu es venu, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il me semble qu'on était en train de faire notre cours sur HTML. Donc ici, je vais faire un href. Et là, regardez bien, parce que ce bout-là, ce paragraphe-là, vous allez faire un copier-coller. Vous allez aller le mettre dans les autres tel quel, OK? Parce que vous allez l'avoir fait. Mais je vous encourage à le faire à la main quand même pour mieux l'apprendre. Mais si vous faites un copier-coller, ça va fonctionner parfaitement bien. Regardez bien. Je veux remonter de 1. Quand je suis dans mon gestionnaire de fichiers ici, si je veux remonter de 1, j'ai un lien qui s'appelle remonter de 1. Puis quand je fais ça, je suis dans devoir. Quand je fais ça, ça va me ramener à la racine. OK? Je veux avoir ce même effet-là, mais dans le navigateur pour le visiteur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire point, OK? Barre oblique. Et ce que ça va faire, c'est qu'il va remonter de 1. Et si je voulais m'en aller dans un fichier précis, je pourrais lui dire, par exemple, fichier.html. Si je voulais m'en aller dans un fichier qui s'appelle fichier.html ou auto, ou voiture, ou fraise, ou Dieu sait quoi. Mais moi, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais juste remonter dans le répertoire. Donc, barre oblique. Et étant donné qu'il est dans le répertoire, question quiz, quel fichier le navigateur va-t-il me renvoyer? Sandrine. Quand je vais être dans mon fichier devoir, puis que je vais cliquer ce lien-là, retour à l'accueil, je vais remonter d'un, il va s'en aller dans le répertoire, donc à la racine du site, et on a vu que le navigateur nous renvoie le fichier index.html quand il n'y a pas de fichier qui est mentionné. Donc, il va nous retourner index.html automatiquement. Donc, cette phrase-là ici, vous allez pouvoir la copier directement dans l'autre. D'ailleurs, même dès que vous allez l'avoir fait une fois, vous pouvez copier ça au complet puis adapter le contenu parce que souvent, vous allez juste jouer dans du code. C'est surtout ça qu'on a besoin d'être capable de faire pour pouvoir venir mettre test 1 au lieu de devoir 1 ici, puis test 1 vis-à-vis de là, puis mes tests et ainsi de suite, les tests 2. Fait que vous allez vraiment changer votre contenu. Vous allez l'adapter en fonction de votre 2e page puis de votre 3e page. Dans les exercices, vous allez nommer votre fichier exercice EX1, tout simplement, puis ensuite, ça va être EX2, EX3, EX4. Fait que pour l'instant, on s'en fait des génériques comme celui que j'ai fait avec devoir rapidement. Donc, je vais juste faire CTRL-Z comme ça. J'enregistre et je viens vous montrer le résultat avant de vous quitter. Donc, CTRL-R, si je clique sur mes devoirs, si tout a bien fonctionné, je vais avoir les devoirs de Marc. Voici une liste de mes devoirs. Devoir 1, il va me ramener ici. Donc, ceci termine mon devoir 1. Je n'ai pas de bouton de retour. J'aurais dû m'en créer un. Tantôt, je n'y ai pas pensé. Je vais utiliser mon bouton de retour. Mais quand je suis ici, par contre, j'ai retour à l'accueil avec un beau gros A majuscule avec une petite vague. Donc, ça va être un problème d'encodage que je vais régler la semaine prochaine. Alors, quand je clique sur retour à l'accueil, je fais ça comme ça et ça me ramène effectivement à l'accueil. Donc, vous, quand vous allez cliquer sur exercice, vous allez avoir la même chose. Et dans test, vous allez avoir la même chose. OK? Dernière chose, si vous faites des petites lectures dans votre cours de vendredi, vous faites des lectures ou vous regardez des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit, vous apprenez une nouvelle balise, vous voyez quelque chose de nouveau, vous voulez le faire, c'est dans votre dossier test ici que vous allez le faire. Vous allez nommer vos fichiers test 1, test... en fait, vous allez commencer à test 2 parce que test 1 va avoir déjà été fait avec ce devoir-là. Test 2, test 3, test 4 et ainsi de suite. Et c'est de cette façon-là, c'est vraiment un carré de sable dans lequel vous ne pouvez absolument rien briser. Plus vous allez faire de choses ou tester de choses ou essayer de choses, vous allez mieux apprendre à vous servir de HTML. En ce moment, ce qu'on fait n'est pas tellement joli, c'est pas tellement beau. La semaine prochaine, on va voir comment on peut enjoliver tout ça avec du code CSS. On va voir comment on peut ajouter des images. Puis quand on va utiliser WordPress, on va voir tout ce que WordPress fait à notre place qui rend la chose beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Mais on va se rendre compte qu'on a souvent besoin de revenir vers le code HTML ou le code CSS pour être capable de changer des choses individuellement. Est-ce qu'il y a des questions? Mais moi, je veux juste savoir le 2 points et la barre oblique, là, ce que ça dit, c'est retourne.
Ça dit, en réalité, ça dit remonte de un niveau. Point, point, barre oblique, il va monter de un niveau. Et d'ailleurs, supposons que tu serais dans 3 niveaux plus bas. Mettons qu'on aurait fait un répertoire dans un répertoire dans un répertoire. OK? Ben, ce que tu ferais, ce serait point, point, barre oblique, point, point, barre oblique, point, point, pour monter de 3 niveaux. OK? Chaque fois que tu veux monter d'un niveau, tu fais point, point, barre oblique. OK. Si tu étais dans mettons que tu serais dans le 6e étage en dessous, on veut éviter ça d'habitude, là, mais je fais un exemple extrême. Supposons que tu serais dans le 6e étage en dessous, puis tu voudrais revenir directement à la racine d'un seul coup, sans avoir besoin de faire point, point, barre oblique, point, point, barre oblique, point, point, barre oblique. Tu ferais juste barre oblique, puis barre oblique te ramène à la racine. Barre oblique, ça te ramène vraiment à la racine de ton site. Donc, dans ce cas-ci, nous, on remonte avec point, point, barre oblique. Y a-t-il d'autres questions? Donc, la semaine prochaine, on va voir ensemble comment insérer des images, comment rendre les choses plus belles avec du code CSS. Et on va voir aussi comment structurer une page web parce qu'aujourd'hui, on a seulement créé du contenu sans se soucier de la structure de la page web. On va voir c'est quoi les éléments essentiels pour avoir une page web qui est légale ou conforme. Alors, le cours va être très intéressant et important la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine et on se revoit mardi prochain. Je vais être là vendredi si vous avez besoin de moi. Je suis en ligne vendredi matin à 8 heures pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas à venir me voir et on pourra faire des exemples de code HTML ensemble. Ça va me faire plaisir de travailler avec vous. Je vous souhaite une super belle semaine.